C'est-à-dire que vous êtes en mesure de faire un peu ce que Michel Onfray a fait pour la philosophie, c'est-à-dire une contre-histoire de la philosophie, avec des gens qui ont été complètement oubliés, qui n'étaient pas médiatiques et tout, mais qui ont quand même beaucoup influencé leur domaine. Non, moi, je ne ferai pas une histoire, je ferai un constat. Je trouve que maintenant, j'aimerais un peu parler de ce bouquin, La théorie du tout. Vous m'en parliez là. Hein. Alors, voilà, là-dedans, par exemple, on va détailler un peu, c'est intéressant. Hein. Donc, vous avez un dossier de recherche. Donc, ça commence, on ouvre, et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve l'avis de l'expert. Hein. L'avis de l'expert. Vous voyez, c'est carrément ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a la photo de la Chiézeret. Et nous cherchons une description unique de la nature. Bon, cet article est vide. Voilà un expert qui n'a jamais rien trouvé. Où se trouve le modèle de la Chiézeret? Où se trouve la théorie de la Chiézeret? Je ne sais pas, c'est un essayiste, ce type-là. C'est fou. Et je dirais que ce truc de la recherche, c'est un des N numéros depuis 25 ans qui sont sortis sur l'astrophysique, sur la cosmologie. Moi, je suis pas dedans. Pourtant, je sais pas, mais je peux toujours essayer. Là, j'ai écrit un article sur le nucléaire et sur ITER. Je vais l'envoyer à la recherche pour la science, par acquis de conscience, quoi. Ils ne répondront pas. Je suis inexistant. C'est comme la présentation de la structure spirale au colloque. Bon sang de bois. Ça me rappelle un truc très drôle. Vous avez vu Little Big Man avec Dustin Hoffman, non? Non, bah, dans Little Big Man, à un moment, Dustin Hoffman joue le rôle d'un Indien. C'est un blanc qui est devenu Indien. Et puis, il a son père spirituel, qui est un vieil Indien, comme ça. Et il y a l'attaque de Little Bighorn, où il y a les soldats bleus qui attaquent un village indien en tuant tout le monde. C'est épouvantable. Et lui, il prend son grand-père d'adoption, et il l'emmène, et ils arrivent à traverser ce village indien où il y a des massacres de tous les côtés, et il se passe la chose suivante, c'est que personne ne les remarque. Et en fait, le grand-père lui donne l'explication, ils sont devenus invisibles. C'est vrai que c'est possible qu'on devienne invisible. Et moi, je me rappelle un jour, je prenais un avion de retour de Moscou à Paris, et l'avion est tombé en panne. J'étais avec le journaliste Patrice Andersen, qui est un type assez haut en couleur aussi. À l'époque, il a travaillé pour Actuel, donc c'était blouson de cuir et Santiago, quoi, avec la banane, quoi. Et l'avion a un problème mécanique, donc on se pose en Allemagne. Je ne sais plus dans quelle ville, à Munich, un truc comme ça. Et à ce moment-là, la compagnie aérienne nous loge dans un hôtel. Et moi, j'étais parti en Russie avec une surface de Boy sur le bras, là, cette espèce de surface mathématique bizarroïde qu'on trouve dans ma bande dessinée de Topologico. Et on arrive à l'hôtel, et là, il y avait devant l'hôtel un portier avec une casquette, et le type me dit « Ah, vous savez une surface de Boy ?» En fait, c'était un étudiant de maths qui faisait le portier pour ces... Non, mais c'était un hasard incroyable. Et puis... quand on s'est retrouvé à l'hôtel avec Van der Sel, personne ne nous remarquait, et il m'a dit on est devenu invisible, quoi. C'est vrai que, en fait, quand on est trop improbable, on n'est pas perçu, quoi. C'est un problème quantique, vous voyez. Moi, je suis dans un trou du principe de l'incertitude. Alors, vous avez l'article de la Chiézeret, bon, absolument aucun intérêt, je sais pas, moi, la conjecture holographique de Van Hoff, quelle géométrie, la théorie des cordes, le pré-Big Bang. Voilà, il y a une phrase je l'ai mise dans mon site de Thibaut Damour. Il est extrêmement intéressant de conjecturer que l'instant zéro puisse ne pas être le commencement. Enfin, bon, c'est des mots, des phrases. Vous voyez, par exemple, quand on pense à cette histoire d'instant zéro, faut une petite parenthèse là, ça veut dire quoi? Alors, il y a une chose, c'est que ça veut dire que l'univers a une histoire. Bon, déjà ça, on peut l'admettre, quoi. Le temps s'écoule, on l'entend, hein, bon. Et puis après, on a des fossiles, on a l'expansion de l'univers. Donc à ce moment-là, en remontant ça dans le passé, on peut imaginer qu'il y avait un certain temps. Mais après, il y a un truc, c'est que quand on reconstitue conceptuellement l'état de l'univers,
Vous savez qu'un gaz, plus on le comprime, plus il chauffe. Hein. Et la chaleur, c'est la vitesse d'agitation des particules. Donc ici, on est dans une pièce où les molécules d'air sont à 400 mètres secondes. Bon, maintenant, si je le comprime, ça va monter à 2000 mètres secondes, etc. Et quand on prend l'univers, lorsqu'on le comprime, les galaxies vont disparaître, les étoiles aussi. Dans toute cette histoire, on va remonter à rebours. Puis on va avoir des atomes, etc. Puis en continuant, on va se retrouver avec ce que Weinberg, un prix Nobel de physique, un type qui a fait des travaux très intéressants, parlait de la soupe primitive, quoi. Et lui, lorsqu'il a écrit un livre excellent qui s'appelait Les 30 premières minutes de l'univers, qui vraiment a popularisé cet univers primitif, il commence au premier centième de seconde, en disant, à partir d'un centième de seconde, je veux bien commencer à penser, mais avant, c'est n'importe quoi. Donc, j'arrête ma spéculation avant. Alors que maintenant, vous avez des types qui se demandent ce qui se passe quand l'univers avait 10 moins 43 secondes, ou même avant, quoi. Hein. Alors là, il y a un problème, c'est que quand on parle du temps, il y a un problème. Un temps, ça a un sens si on a une mesure, si on a une horloge. Qu'est-ce que c'est qu'un univers où on ne peut pas construire d'horloge? Parce que quand vous remontez dans le passé, vous avez les particules qui s'agitent comme des folles, et elles finissent par atteindre la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, vous savez que dans ce cas-là, le temps gèle dans les chronomètres. Le temps ne s'écoule plus. Donc, à ce moment-là, quand on parle de l'écoulement du temps, etc., c'est temps zéro, on a envie de dire, mais de quoi parlez-vous? C'est un concept absurde. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, 10 moins 43 secondes? Et c'est marrant parce que, parmi les travaux que j'ai faits, il y en a un que j'ai publié en 88-89 sur la variabilité de la vitesse de la lumière. J'en ai déjà parlé, etc. Donc, et à ce moment-là, on a une vision. À un moment, je vous ai dit que j'avais rencontré Linde, qui avait inventé cette théorie de l'inflation. Pourquoi cette théorie? Parce que lorsque on a mis des appareils de mesure, des télescopes sur orbite, on a pu obtenir la première description de l'univers primitif. Vous avez tous vu cette espèce de dessin ellipsoïde, comme ça, avec des petits caca verts et des petits caca rouges. Hein, bon. Et ça, c'est l'univers primitif dans son âge le plus reculé. Alors, on a l'impression, comme on voit des variations de couleurs, qu'il est inhomogène. En fait, si on présentait ces inhomogénéités sans accentuer le contraste, ces variations de teinte seraient d'un 100 millième. Vous voyez, par exemple, imaginez qu'au lieu de mettre de la couleur, je mette des endroits plus foncés, des endroits plus clairs. J'aurais un truc avec du clair et du foncé. Mais si je mets vraiment comment c'est que c'est uniforme. Parce que vous vous rendez compte, un 100 millième. Autrement dit, l'univers est homogène à un 100 millième près à ces époques-là. Alors, ça pose un problème. Comment se fait-il que l'univers soit homogène? Alors, évidemment, il y a une réponse qui va dire, mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Quand même, bon. Mais autrement, dans cette problématique justement d'un cosmos explosif, comment expliquer que l'univers ait une telle homogénéité alors que les particules sont incapables de communiquer? Alors elles sont incapables de communiquer dans un modèle avec une vitesse de la lumière constante. Vous avez deux courbes à comparer. La première, c'est une droite qui fait CT, c'est-à-dire que c'est l'évolution de l'expansion d'une onde qui va à la vitesse de la lumière. Et puis le second, c'est la façon dont les particules s'écartent, et à ce moment-là, c'est carrément une parabole, c'est-à-dire qu'elles s'écartent plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que cette sphère qui a le rayon CT, qu'on appelle l'horizon, ces sphères commencent à s'interpénétrer. C'est-à-dire que les particules savent qu'elles existent, qu'elles peuvent échanger de l'énergie avec la vitesse de la lumière. Avant, elles sont autistiques. Alors, autrement dit, quand on voit cette photo de cet univers homogène, ça veut dire on est dans un pays où tous les gens parlent la même langue alors qu'ils n'ont jamais pu échanger un mot. Hein? Donc, ici, imaginez, on est en France et les gens parlent le français parce que quand même ils échangent depuis des centaines d'années. Et on leur apprend. Exactement. Tandis qu'imaginez une histoire où depuis le paléolithique, les gens ne puissent pas parler, tout d'un coup ils se mettent à parler, ils parlent la même langue. Donc là, ça ne va pas. Donc à ce moment-là, Linde a pondu une théorie comme quoi, qui s'appelle l'inflation qui vient de to inflate, le gonflement. Donc à ce moment-là,
dans ces histoires primitives, l'univers aurait connu une phase d'expansion considérable qui aurait figé toute cette situation d'hyperdensité. Et moi, j'ai fait un modèle à vitesse de lumière variable qui explique ça beaucoup mieux, parce que dans le temps, la vitesse de lumière variable était plus importante. Bon, là encore, on peut dire que c'est un claim, une revendication. Tout ça, c'est écrit même dans mes bandes dessinées. Par exemple, RC2 égale constante, le produit du rayon de Coulomb de l'univers par la carré de vitesse de lumière est une constante. Voilà une chose, ça c'est, on me parle d'un théorème de Petit, bon, je sais pas si on va appeler ça un théorème, mais voilà un, quoi, ou une loi, quoi, hein, bon, peut-être qu'un jour ça s'imposera, mais je serai plus là. J'ai perdu tout espoir qu'on puisse aller. Donc là, on a donc cette conjecture holographique, c'est rempli de mots complètement stupéfiants là-dedans. Alors là, les grandes étapes de la recherche, fantastique, un truc pareil. Donc, on voit en 1964, Pendias et Wilson découvrent le rayonnement cosmologique du FU. Très intéressant. Ensuite, 1968, Gabriel et Veneziano trouvent une formule mathématique qui est le fondement des supercordes. Et ce bonhomme, il a la chaire de physique mathématique, physique théorique, je crois que c'est au Collège de France, on est comme ça. Il profite quoi? Il professe quoi? Alors, je sais pas, mais moi je pense à Souriau, ça remonte à 20 ou 25 ans. Il me montre un jour un discours introductif d'un président d'université européen, je crois, qui héberge des théoriciens des supercordes. Et je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est en dépit du fait que la théorie des cordes n'ait jamais pu expliquer quoi que ce soit, ni prédire quoi que ce soit, étant donné le nombre de papiers qui sortent, nous remarquerons l'extrême dynamisme de cette nouvelle discipline. Voilà, vous voyez, c'est fou, quoi, c'est fou. Et là, bon, bah, vous avez Michael Green, qui maintenant a les cheveux gris, comme ça, et John Schwartz. Alors, il y a un article, ça j'en ai pas parlé, qui est extraordinaire, qui est sorti dans Scientific American, 15 ou 20 ans. Et je crois que c'est le rédacteur en chef de Scientific American qui va à un congrès sur les supercordes. Et il y a un grand congrès de physique théorique qui a lieu au Colorado, à Aspen. Hein. Et il se rend à ce congrès à Aspen et il écoute ce qui se dit. Et il a fait un article, c'est du Pierre Dac, vraiment. Les gens ne savent même pas de quoi il parle. Quoi. Vraiment, à un moment, il y a un type qui lève la main en disant « Écoute, je comprends très bien, tu parles d'une particule, elle n'a pas de masse, elle n'a pas de spin, elle n'a pas de charge. Mais c'est quoi ton truc ?» C'est un trou noir à masse nulle. Enfin, vraiment. Alors, les gens jonglent avec les mots et à la fin de l'article, oui, c'est bon parce que là, effectivement, il y a Michael Green et on cite John Schwartz. Donc, il rencontre Schwartz et et il lui dit Monsieur Schwartz, vous êtes un hyper de la théorie des supercordes. Est-ce que vous pouvez nous la résumer, je crois, en 7 mots. Et le gars répond, Oh God, why have you forsaken me? Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il continue à interviewer Schwartz, et le type lui répond, j'aurais bien fait d'être conducteur de camion. Alors, ouais, voir tous ces trucs-là sortir. 1995, Edward Witten propose la théorie M. Cette théorie M, il faut lire le livre de... J'ai déjà parlé, je crois, de Smolin. Là. C'est ça, je veux dire que cette théorie M qui n'a aucune formulation. Vous avez vu, par exemple, qu'il y a 10 puissance 500 théories possibles. Est-ce que c'est sérieux, un truc pareil? Mais c'est extraordinaire, rien n'arrête ces zigotos-là, quoi. Hein. Alors, par exemple, voilà, un nouveau chapitre, Dieu avait-il le choix en créant l'univers? Merveille, hein. Voilà, je repense à la phrase d'un copain, à l'heure où la métaphysique est en crise, il est rassurant de voir que la philosophie de bistrot se porte bien, quoi. Et c'est de la philosophie de bistrot. Ouais, je vois ce type-là, je l'avais amené un jour à un congrès de physique théorique, comme ça, à Marseille. Et c'est un prof de philo. Et il va à ce colloque, il entend les gens parler, et il a quand même une impression d'ensemble. Quand on est sorti, il m'a dit « Je connais maintenant les bas-fonds de la pensée. » C'est joli comme expression.
Alors voilà, ici on a Brandon Carter avec son principe anthropique. Ici, nouveau chapitre, la nature s'organise comme des poupées russes, avec un beau dessin, parce que maintenant, la science est devenue une question d'image de synthèse. C'est qui fera une belle image avec son ordinateur, quoi. C'est tout, hein. C'est ça qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on sort d'un article comme ça? Rien, que dalle. Bon, hein. Voilà. Ensuite, on continue, on sort des poupées russes. Alors là, on a un brave mec avec l'histoire du boson de Higgs. Alors, c'est vrai qu'on a construit le LHC, et les gens sont partis à la recherche du boson de Higgs. Et si on ne trouve pas, quelle horreur, là c'est la physique qui casse la gueule, quoi. Et vous savez que le LHC, pour le moment, il ne trouve pas son boson, quoi, hein. Alors, pourquoi il faut unifier les forces? Les théories fondamentales de la physique, la réponse des théoriciens. Alors là, théorie corde, 4 raisons d'un succès. Mais quel succès? Ça n'explique rien, ça ne propose rien, que dalle. C'est quand même incroyable un truc pareil, hein. 10 puissance 500 théories possibles. Voilà. Ensuite, l'univers comme un hologramme. Encore une idée, quoi. C'est vraiment, c'est médiatique, un truc pareil. Alors voilà, tiens, l'hypothèse des mondes parallèles. Alors moi, j'ai l'air malin avec mes 2 univers, et Sakharov aussi, vous rigolez, 2 univers, mais vous êtes très en dessous de la norme. Il y a une infinité d'univers possibles. Il y a 10 puissance 500 univers. C'est les multi-univers? Ah oui, les baby-univers, les multi-univers. Mais vous savez, là-dedans, ce qui est fabuleux, c'est que il y a des gens qui sont auteurs de théorèmes essentiels. Hawking, par exemple, a écrit « Black holes have no hair ». Les trous noirs n'ont pas de cheveux. C'est-à-dire que ces travaux démontrent que les trous noirs sont lisses, ils n'ont pas d'homogénéité. En fait, on n'a jamais pu en approcher un seul, quoi. Il a même démontré qu'il s'évaporait en 10 puissance 50 ans. Hein, je sais pas, mais vraiment, ça me rappelle les spéculations que les gens lançaient avant la conquête, avant qu'on mette les pieds sur la Lune. Et il y avait tous les projets de la NASA pour mettre des astronautes sur la Lune. Et on se demandait de quoi c'était fait. Alors, il y a des gens qui se demandaient si c'était dur, si c'était mou, tout ça. Il y avait un type qui avait titré « And if it was cheese » et si c'était du fromage. Et là, vraiment, qu'est-ce qui se passera dans 10 50 ans? Alors, les univers parallèles. Alors voilà, par exemple, ça y est, là j'ai trouvé la belle image qui vous montre, on va pouvoir la voir, vous voyez l'univers primitif avec ces petits grumeaux jaunes et ces petits grumeaux verts. En fait, si on donne à cette image sa véritable dimension, c'est uniforme complètement. Ça, c'est François Combe, d'ailleurs, astronome au centre de Paris. Hein. Bon, alors, voilà, la matière noire est révélée. Formidable. Hein, oui, voilà. Par les lentilles gravitationnelles. Bon, elle a de la chance d'y croire, hein, franchement. Alors, il y a un truc, c'est par exemple, il y a plein de choses qui déconnent. Par exemple, quand on a envoyé les sondes pionnières, elles ont subi un ralentissement mystérieux, quoi. Hein, c'est très faible, mais c'est mesuré avec une grande précision. Et là, on n'a pas trouvé l'explication. Sauf qu'il y a un Israélien qui a proposé la théorie MOND, Modified Newton Theory, et ça consiste à modifier la loi de Newton, mais de manière empirique. Et ça, c'est vraiment, quand on fait ça, c'est qu'on est à bout du rouleau, quoi. Parce que quand même, toutes ces choses comme la théorie de Newton, ça s'articule avec la relativité générale de façon assez intelligente. Donc, proposer une modification de Newton comme ça en rajoutant un terme supplémentaire, c'est vraiment c'est au niveau de l'épicier du coin, quoi, c'est tout. Hein. Et alors là, vous avez ce bonhomme qui écrit une bonne théorie doit être féconde. Alors on lui demande si ça a été fécond, je comprends. Par exemple, le calcul de l'entropie des trous noirs a été important. C'est-à-dire que la théorie des cordes a permis de mieux comprendre le calcul de l'entropie des trous noirs. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Des choses... Ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien, ça ne se mesure pas, c'est tout. Hein, voilà. Pourquoi ça ne se mesure pas, qu'on comprenne bien? Écoutez, la première chose, c'est que on n'est pas très sûr que les trous noirs existent déjà. Hein. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître en astronomie, c'est qu'il arrive que des théoriciens conjecturent l'existence d'un objet très bizarre, comme les supernovae. Alors évidemment, l'étoile qui explose en 1931, 1932, j'en disais,
Et puis, on les trouve. Et alors, quand ça existe, l'univers est tellement grand qu'on trouve une supernova, 2, 10, 100, 1000, 2000, dont on ne songe même pas à les recenser. Ensuite, autre conjecture, il y a des étoiles à neutrons. Alors, ces étoiles à neutrons, en plus, elles tournent sur elles-mêmes. Et puis, comme elles se comportent un peu comme un dipôle électromagnétique, elles sont émettrices de rayonnement. Et c'est les pulsars. Donc, on a trouvé un pulsar, 2 pulsars, 50 pulsars, 400 pulsars. Donc, les trous noirs, on pourrait s'attendre à en trouver 1, 2, 4, 50. Non, ça rame. C'est l'argument le plus fort pour douter de cette histoire de trous noirs, c'est le fait qu'on les trouve pas comme ça à toute vitesse. Voilà, disons que dans ce numéro, c'est pour des événements emmerdants, quoi. Et alors, vous parliez des Juifs et de la Terre promise, mais alors, est-ce que vous êtes d'origine juive? J'ai un nom d'origine juive, si vous voulez. C'est-à-dire que ça, j'ai découvert ça quand j'avais 18 ans. Mais vous devez vous rappeler une chose, c'est qu'au XVe siècle, vous avez une reine qui s'appelait Isabelle la Catholique. Isabelle la Catholique. Et Isabelle la Catholique, tout d'un coup, a décidé de virer tous les Juifs d'Espagne. Donc, elle leur a proposé une option, c'était la conversion au bûcher. Hein, ou alors foutre le camp. Il y en a qui ont foutu le camp, en Afrique du Nord, par exemple. Et puis, il y en a qui ont préféré conserver leur foi et brûler. Puis, il y en a qui sont convertis. Alors, ceux qui se sont convertis, c'est les maranes. Donc, les Lévis dont je suis le descendant sont catholiques bigots depuis le XVe siècle. Bon, alors, vous voyez, en imaginant là-dedans le mélange chromosomique, qu'est-ce qui reste? C'est ça, ils se sont mariés parce qu'ils ont gardé le patronyme quand même. Oui, mais le patronyme, mais oui, si on s'appelle Dupont, après les descendants s'appellent Dupont aussi, c'est tout. Mais je veux dire que les maranes n'avaient pas à se marier entre maranes. Il n'y avait aucune. Alors, j'avais un copain qui disait on a tous un peu de sang juif, sinon on n'aurait pas fait d'études. Peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas. Est-ce que ça a influencé votre vie de chercheur? Pas du tout, pas du tout. Non. Je me rappelle un jour une lectrice qui m'avait écrit que j'assumais mal ma judaïté. Alors, c'était drôle. C'est vrai qu'après, mais j'ai étudié la Bible et tout ça, mais pas sous l'aspect de la Torah. Simplement, comme je vous ai dit, j'ai fait une énorme bande dessinée de 450 pages que peut-être vous allez publier avec de la chance. Et c'est pas à cause du problème hébraïque, c'est parce que j'avais assisté à une discussion assez animée entre différents leaders religieux à Jérusalem, et chacun disait tout est dans le livre. Et moi qui n'y connaissais strictement rien, je me dis de quel livre il parle. Donc je me suis plongé là-dedans, et puis bon, j'ai trouvé ça, c'est pas passionnant la Bible, mais c'est quand même très curieux, quoi. Je veux dire, ce bouquin, on s'étripe à longueur de temps, c'est inimaginable. Surtout, nous, on se pose la question, mais comment on a fait, s'agissant de l'Ancien Testament, pour construire une religion à partir d'un truc qui est finalement un livre d'histoire extrêmement agité, quoi. Où on couche avec par exemple, quand le roi David aperçoit du haut de son palais une femme, Bézabé, qu'il trouve pas mal, et il décide de coucher avec, et le mari de Bézabé, je sais plus comment il s'appelle, c'est un soldat, il fait la guerre. Et le problème, c'est que David fout Bézabé enceinte. Et à ce moment-là, David se dit, merde, il vaudrait mieux que ce soit le père, que ce soit le mari, quoi. Donc, le mari revient en permission, d'une certaine façon. Il s'appelle Uri, quelque chose comme ça. Et David lui dit, tu vas pas passer la nuit avec ta femme, comme ça, s'il passe la nuit avec sa femme, tranquille, elle est enceinte, mais c'est lui le père. Or, à l'époque, il y avait une espèce de tradition juive, comme quoi les soldats en campagne, dans la mesure où ces campagnes étaient carrément de nature religieuse, ne couchaient pas avec leurs femmes. Ils s'abstenaient de relations sexuelles. Donc, leur voilà qui repart en combat, et David dit merde, il n'a pas couché avec sa bonne femme, elle est enceinte, ça fout de la merde, quoi. Et à ce moment-là,
il décide de l'assassiner, et pour l'assassiner, il donne des ordres en disant la prochaine fois que vous partirez à l'attaque d'une forteresse, vous vous approchez, et puis quand vous serez trop près, vous reculerez, et il prend toutes les flèches. Et il meurt comme ça. Et c'est comme ça qu'il se débarrasse du mari de Bethzabée. C'est pas mal. Hein. Le roi David n'est même pas juif, en fait. Oui, parce que je crois que son arrière-grand-mère est... Oui, mais enfin ça, c'est à cause de cette idée de transmission de la judéité par les femmes, mais ça c'est pas dans la Torah, c'est rabbinique. Donc c'est un Talmud. Ah oui, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas lu le Talmud. Moi non plus. On va peut-être en faire une bande dessinée. J'avoue que j'ai... ouais. Et donc, la science, quand même, il y a un rapport entre la religion et la science. Qu'est-ce que vous avez une idée là-dessus? Moi, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, quoi. Au sens où, avec mes 4 neurones, hein, j'essaye d'essayer de dire quelque chose de pas trop bête, quoi. Donc, que la vie tend à se complexifier et à étendre son champ relationnel. C'est un simple constat phénoménologique. Donc à ce moment-là, c'est vrai que tout à l'heure, vous en aviez parlé en disant il y a la science qui s'occupe du comment et pas du pourquoi. C'est vrai que dans une bande dessinée, il y a mon personnage Tirésias, l'escargot, qui dit j'ai à peu près compris comment fonctionne l'univers, maintenant il me reste une question, à quoi ça sert? C'est vrai, là-dedans, il y a quelque chose de comique, quoi, dans cette situation. Pourquoi pensons-nous? Pourquoi sommes-nous conscients? Pourquoi avons-nous des sentiments? Mais pour revenir sur les Juifs, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait beaucoup de prix Nobel qui soient juifs? Ça, à mon avis, il y a une raison très simple. C'est parce que c'est un peuple du livre, et vous savez que les jeunes juifs, pour rentrer dans la communauté hébraïque, il faut qu'ils sachent lire, et il faut que symboliquement ils lisent un passage de la Torah. Donc apprendre à lire et à écrire, c'est obligatoire, alors qu'il y a des tas de pays où c'est pas le cas, quoi. Et ensuite, il y a une tradition de la discussion, ratiocinée à l'infini et tout ça. Et vous trouvez pas ça dans la tradition musulmane, où le message religieux est scandé et appris comme un mantra, quoi. On le répète jusqu'à l'extase, quoi, on pourrait dire. Mais scientifiquement, ça marche pas très bien. Il vaut mieux plutôt réfléchir. Ni chez les chrétiens, mais un peu plus chez les protestants que chez les catholiques, en tout cas. Je sais pas, mais enfin, il se trouve que les juifs sont très doués sur le plan scientifique, c'est sûr. C'est assez extraordinaire. C'est vrai que... Puis alors, il y a aussi, quand même, une chose aussi qui est aussi importante, c'est que ils ont été isolés en communauté. Donc, le message, c'est fais des études et sois excellent pour occuper une position sociale importante. Nous sommes faibles. Donc, si nous sommes faibles, nous devons avoir une qualité intellectuelle meilleure. Donc l'excellence compense la faiblesse numérique et sociale, quoi. Mais le rapport est tel que c'est même plus de la probabilité. Là, on est vraiment, pour quelques dizaines de millions de personnes, il y a un nombre impressionnant quand même. Oui, ça pose un problème. C'est je vais citer... Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire de Hilbert, c'est ça non. Je suis toujours la raconter, si c'est trop, on la coupera. Et Hilbert, qui est recteur de l'université de Göttingen, et qui reçoit la visite de Rust, qui est le ministre nazi de la recherche. Et Rust lui dit est-ce que votre université a beaucoup souffert du départ des Juifs? Et l'autre lui répond non, elle n'a pas souffert du tout. Ah bon? Non, elle n'existe plus. C'est vrai qu'à l'époque, on prend une université, on enlève les Juifs. Et moi, j'ai fait une grande école. Il y a 30% de Juifs aussi, c'est vrai. Alors Jean-Pierre Petit, vous nous avez expliqué que vous aviez trouvé des modèles pour les galaxies, mais est-ce que vous aviez eu des moyens de calcul notamment? Non, justement, à part ces essais qui avaient été faits en Allemagne, sur cet ordinateur, on avait pu trouver des choses assez intéressantes. À l'observatoire, Atanasula avait une très puissante machine, mais bon, jamais été question d'intéresser qui que ce soit à ce genre de choses.
il y avait aussi un truc assez curieux, c'est que, dans ces simulations, les gens utilisaient des logiciels tout faits. Et il n'y avait pas une question du genre donner le signe de la masse. S'il fallait mettre des masses négatives, l'ordinateur ne savait pas le faire, quoi. Et en fait, il faisait des tas de choses, et c'est toujours le même modèle qui ressortait. Alors, des années après, j'ai essayé de refaire quelque chose quand il y a eu Internet, et quand on a pu communiquer un petit peu avec ça. Alors, ce que j'ai raconté déjà dans un autre DVD, Lebrun a fait sa thèse avec un système multiprocesseur en utilisant plusieurs ordinateurs. Et là, à l'époque, il y avait les ordinateurs Macintosh qui étaient reliés par moto, quoi. Bon, maintenant, comme il y avait Internet, on pouvait envoyer des données autrement. Et le multiprocesseur, bon, ça consiste à chaque processeur équivaut à un ordinateur qui calcule. Donc, ils s'échangent leurs données, leur mémoire, tout ça, c'est dispatché, c'est géré. Donc, moi, j'ai proposé ce truc-là sur mon site, et il y avait des tas de lecteurs qui étaient informaticiens. On appelait ça le projet Épistémotron. Hein. Et à ce moment-là, très vite, il y a une douzaine de types qui étaient assez calés, qui se sont mis à réfléchir à ça. Et en même temps, moi, j'ai commencé à mettre sur mon site un cours d'astrophysique très vulgarisé pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on allait faire, et on pouvait faire des choses formidables. Donc si on avait pu mettre en batterie une douzaine d'ordinateurs de PC, ça aurait permis, dans ce truc-là, par exemple, vous avez un espace, par exemple en 2D, on va dire, on a un espace de calcul avec des petites cases, et chaque ordinateur calcule dans sa case le mouvement des points masses liés au champ gravitationnel créé par tout le reste. Puis une fois que tous ces mouvements sont faits, on synthétise et on recommence. Donc chacun calcule dans son coin, après on fait la somme de tout, etc. Bon. Donc ce truc-là partait pas trop mal. Et à un moment, il y a un Canadien qui s'appelle Bellavance, qui devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un type assez doué pour la programmation. Et il a très vite réussi à faire marcher 4-5 ordinateurs ensemble. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir 4000 points, il y en avait peut-être, je sais pas, 25 000. Donc très vite, ce système s'est mis à porter ses fruits. Et évidemment, quand on a seulement 4000 points, vous imaginez, quand on voit un dessin, on voit des petits pixels, tandis que là, quand on commence à avoir beaucoup de points, c'est presque laiteux, quoi. C'est déjà beaucoup plus gaz. À ce moment-là, il a annoncé carrément, voilà, je crée un site, je prends les choses en main, et maintenant c'est moi qui m'occupe de ça, et nous développerons ça avec ou sans Jean-Pierre Petit. Si je veux suivre derrière, pas de problème. Mais vraiment, le pillage brutal, comme j'avais déjà connu, donc c'était la 6e ou 7e fois que ça se produisait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se prend la tête, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible, un truc pareil? Toujours le mot intempestif. Voilà, une espèce de couillon de 25 ans qui se met en travers, et plof, le truc va se planter encore une fois. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'avais déjà un certain âge, pas mal d'années s'étaient écoulées, je dis, bon, écoute, je suis désolé, on arrête. Même si on éjecte ce bonhomme, ça va continuer ailleurs. Il y en aura un autre. Et le truc, c'est que il avait fait ces simulations sur ordinateur avec beaucoup de points. Alors effectivement, il avait plein de points masses qui faisaient interagir, mais une galaxie, c'est beaucoup plus que ça. Il y a énormément de mécanismes là-dedans qui sont assez subtils, et il ne les connaît pas. Donc il ne s'agit pas simplement d'être informaticien, de savoir gérer un calcul comme ça. Il faut aussi être astrophysicien et savoir comment fonctionne cette galaxie avec tous ces mécanismes et tout ça pour pouvoir conduire un peu ses recherches. Donc, en l'absence de cette conduite, bouf, le truc s'est cassé la gueule encore une fois, quoi. Alors, il y avait en particulier une chose, et ça amusera peut-être un peu les gens qui voient ce DVD, qui sont un peu matheux ou un peu calculateurs, c'est que quand on fait un calcul d'astrophysique, il y a un problème dit de condition limite. Par exemple, au départ, j'ai un espace de calcul qui est l'écran de mon ordinateur, dans lequel j'ai des points comme ça. Et puis ces points interagissent, et puis ma foi, il y en a qui peuvent acquérir de l'énergie, ils foutent le camp. Alors qu'est-ce qui se passe s'ils sortent de l'écran de mon ordinateur? Parce qu'il n'y a rien pour les arrêter. Donc à ce moment-là, la première idée que j'avais utilisée, c'est quand ils sortaient par en haut, ils rentraient par en bas. Ce qui revenait à fermer l'écran comme ça, et à le refermer dans ce sens-là. C'est une façon que les points ne sortent pas de l'espace de calcul. En fait, c'était aussi une façon, par exemple là, on est sur un carrelage en ce moment, et c'est pareil. C'est-à-dire que faire en sorte que
l'objet, les points masses reviennent de l'autre côté. C'est comme imaginer un calcul infini avec des carreaux, il y a une galaxie sur chaque carreau. Donc, et c'est le même objet sur tous les carreaux. Quand il y a une étoile qui part à gauche, c'est qu'elle vient de la droite, c'est les schémas. Alors, c'était un premier système, mais ça donnait les artefacts de calcul. Et à ce moment-là, on a fait des calculs, déjà dans le cadre de ce programme, avec un espace sphérique, ce qui était très intéressant. Je pense pas que ça a été fait, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait d'une interaction de Newton sur une sphère, et les points interagissent en fonction de l'inverse du carré de la distance, mais la distance qui revient la distance sur une géodésique. Et après, je savais très bien comment faire ça sur une hypersphère, c'est-à-dire une sphère à 3 dimensions mais fermée. Donc voilà, ça a l'air très, très, très curieux et ça n'est même plus concevable, mais c'était vraiment du jamais fait. Et puis, en multipliant les ordinateurs, on aurait pu arriver à 1 million de points, 10 millions de points. Enfin, maintenant, déjà, il y a des moyens de calcul phénoménaux. Et avec ce système d'espace sphérique fermé, on aurait vraiment, je suis sûr, compris comment fonctionnaient ces trucs-là. Parce que dans cet espace-là, il y avait non seulement la galaxie, mais ce qui l'entoure. C'est-à-dire cette espèce de halo. Elle est en fait dans un trou dans la matière négative. Si vous prenez une sphère comme ça, si on met des points bleus et des points rouges, ben vous aurez une distribution de points bleus avec une lacune, et dedans, la galaxie est sous forme de points rouges. Et quand je parle de cette histoire de structure spirale, la façon dont ça apparaissait dans le film, c'était fantastiquement spectaculaire et complètement conforme aux observations. Moi, je reste conforme, je reste convaincu que c'est comme ça que les galaxies spirales se forment. Et elles se forment par friction dynamique. Presque, c'est pas une friction au sens classique de la mécanique des fluides, mais je dirais que si vous êtes sur un comptoir avec une tasse de café avec de la crème et que vous faites tourner, vous savez que la crème se met en spirale ou que ça frotte sur la paroi. Là, c'est pas exactement le même type de frottement, mais c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on a une galaxie barrée ou spirale, et puis au bord, c'est spiralé, et c'est pour ça que ces bras spiraux ne foutent pas le camp, parce qu'ils sont contenus par le confinement extérieur. C'est pour ça qu'on avait une stabilité sur 25 tours, qui correspond à l'âge de l'univers, quoi. Donc c'était extrêmement intéressant, un truc comme ça. Et il y avait là-dedans, enfin c'est... Vous voyez, c'est quand même... Je parlais de la MHD tout à l'heure. On a une expérience qui aurait pu se monter. C'est quand même fantastique de faire une expérience du jamais fait. Tout d'un coup, pof, ça marche. Si vous imaginez la satisfaction que ça peut avoir pour un chercheur de vérifier que on a l'impression de découvrir un secret de la nature, quoi. C'est comme un archéologue qui soulève un sarcophage et qui trouve quelque chose. Là, c'est un trésor. Tout d'un coup, on dit j'ai compris quelque chose de plus dans ce domaine. Et là, il y avait l'histoire des galaxies spirales qui était passionnante. En plus, en changeant les paramètres de ces galaxies, on pouvait à volonté faire apparaître des galaxies spirales barrées ou non barrées. Et là, c'était lié à c'est comme un corset, disons. C'était, suivant la raideur du corset extérieur, la forme de la galaxie changeait. Donc là, on pouvait comprendre pourquoi les galaxies avaient telle forme, etc. Ça, c'était quand même passionnant. Et au-delà de ça, encore, il y a des recherches que je n'ai jamais faites, que je ne pourrais jamais faire. Et il faudrait... je sais qu'à un moment, un Américain avait lu un peu ce que je faisais. Il m'avait dit, chez nous, on a des ordinateurs qui peuvent avoir 100 processeurs. Ça datait déjà 2-3 ans. Vous avez des multiprocesseurs avec 100 processeurs. Donc là, franchement, ça commence à cartonner. Et il me dit, dans mon labo, on est prêt à acheter une machine comme ça pour travailler avec vous. Je me suis dit, c'est pas facile de travailler avec un type qui est au Texas, à l'autre bout, puis peut-être ça va recommencer la même chose. Vous savez, investir là-dedans, ça prend du temps, du travail, et puis si c'est pour tout d'un coup que le bonhomme de l'autre côté, il a la tête qui se met à gonfler, et que, non, ça c'est décourageant, quoi, un truc comme ça. Alors, dans ce travail-là, il y a donc l'explication des courbes de rotation des galaxies, il y a l'explication de la structure spirale, quand même un truc complètement passionnant. Et avec un système multi-ordinateur et un nombre assez important de points, on aurait pu faire du 3D, carrément. Et du 3D, et
comment dire, essayer d'imaginer, même on peut faire une vision en relief avec cette histoire de stéréocyclette, vous avez parlé, mais bon, c'est maintenant faire des images relief et voir une galaxie tourner, la voir se former, avoir une prise sur l'histoire de l'univers comme ça aurait été passionnant. Moi, je pense que là, vous savez, c'est très simple, tout ça, c'est comme les idées de Sakharov, quoi. Je veux dire qu'il y a cette idée de gémellité, de fait qu'il y ait deux entités, et c'est un changement de paradigme, et lorsqu'on entre ça dans le problème astrophysique, tout change. Je pense même que mathématiquement, il y aurait existence de solutions, pour revenir à une chose que j'avais évoquée. Mais même aussi, alors, je vous ai dit que ça expliquait la structure à grande échelle de l'univers. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a l'expansion de l'univers, et puis il y a un concept de masse apparente. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ce sont les structures à masse négative qui forment les premières des conglomérats, quoi. Des conglomérats qui ont des masses gigantesques, je sais pas, des centaines de milliers de masses galactiques, quoi, un truc comme ça. Et elles repoussent la matière dans l'espace interstitiel, c'est-à-dire qu'ils se forment des bulles de savon. Et à ce moment-là, les masses négatives qui sont là repoussent la matière qui se trouve comprimée suivant un plan, suivant une plaque. Et à ce moment-là, quand vous comprimez de la matière suivant une plaque, eh bien, à ce moment-là, elle va s'échauffer et elle va se refroidir par rayonnement. Il n'y a rien de mieux qu'un truc plan pour refroidir rayonnement. Par rayonnement, un plan, ça rayonne très bien. Alors que quand vous avez la stabilité gravitationnelle qui donne une proto-étoile, cette proto-étoile, la matière se rassemble, elle est comprimée, ça devient une grosse boule chaude, et à ce moment-là, il y a une quantité de chaleur qui varie comme le cube du rayon, et puis une surface qui varie seulement comme le carré. Le radiateur, c'est la surface. Donc il faut que ce truc-là rayonne. Et, quand on imagine la formation des étoiles, eh bien, il y a d'abord formation d'un grumeau, et ensuite ce grumeau, il émet dans l'infrarouge, et l'étoile est à, je sais pas, 2000 degrés, comme ça, et ça va durer un temps fou, jusqu'à ce qu'elle ait rayonné à cette chaleur pour pouvoir se concentrer. C'est seulement quand la concentration est assez importante que les réactions de fusion pourront démarrer, quoi. Et logiquement, puisqu'on n'a pas de preuves flagrantes et irréfutables genre de ça, c'est comme ça qu'on pense que se forment les étoiles, justement, avec la création de ces proto-étoiles rayonnant dans l'infrarouge. Et comment dire, lorsqu'il y a formation de conglomérats de masse négative, indépendamment du fait que c'est la masse négative, c'est comme l'autre matière. C'est des protons en masse négative, c'est des neutrons en masse négative, c'est des électrons en masse négative. Il y a toute la même physique, sauf que l'énergie est inversée. Mais pour eux-mêmes, comme ils s'attirent sur le Newton, c'est comme notre physique. Donc c'est comme une proto-étoile, mais c'est une proto-étoile gigantesque, et les temps que mettent les étoiles à se former dépendent de leur masse. Il est certain que plus la masse est importante, plus il y a de l'énergie thermique à rayonner. Et à ce moment-là, ça rayonne suivant le carré du rayon, et l'énergie, c'est comme le cube, c'est comme le volume. Donc les grosses étoiles, ça met un temps fou à rayonner. Et dans le cas de ces masses négatives, les conglomérats sont tellement énormes que les étoiles ne se forment pas. C'est-à-dire que dans ce monde d'énergie négative, il n'y a pas d'étoiles. Il y a simplement des grosses masses qui rayonnent dans le rouge et l'infrarouge. C'est un peu comme des proto-étoiles qui s'allumeront jamais, quoi. Donc ce monde est pour un... Oh, quand même, je crois qu'on va parler des voyages interstellaires quand même, puisque j'ai oublié, c'était un peu ça. Donc, vis-à-vis de ces structures donc, de l'univers, il y a donc la vision qu'on peut en avoir si on voit la matière positive, auquel cas on ne voit que la structure lacunaire, c'est ce qu'on voit nous de nos télescopes. Et puis si on pouvait voir cette matière négative, on verrait des gros grumeaux, mais à ce moment-là, on ne voit plus la matière positive, on voit soit l'un, soit l'autre. Et les astrophysiciens n'ont pas de modèle de naissance des galaxies. Ils n'en ont pas, ils ne savent même pas le simuler, ils ne savent pas comment ça marche, ça reste un peu un mystère, tandis que là, justement, il y a ce problème de la compression et de l'évacuation de chaleur, et à ce moment-là, le milieu devient instable, et tac, 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 les galaxies se forment, quoi. Donc ça, c'est un modèle de formation de galaxies. Vous imaginez bien que j'aurais adoré découvrir ça par simulation sur ordinateur, quoi. C'est un Far West astrophysique complet, quoi.
plus l'aspect théorique mathématique qui aussi demande à être manié, quoi. Il ne s'agit pas seulement de faire des simulations. Et alors, dans cette histoire-là, il y a aussi une explication assez fantastique, c'est-à-dire que ces univers, à masse positive, à masse négative, ils ont ce qu'on appelle une métrique, c'est un peu dur à expliquer, chacun, c'est un univers bimétrique. Il y a des fluctuations conjointes des métriques. Je ne sais pas comment expliquer un truc pareil, mais il y a une chose, tout se passe comme si les masses apparentes des objets variaient. Alors, vous avez une galaxie, bon, c'est une elliptique où elle a des bras spiraux, et elle est confinée parce qu'il se trouve autour. Et tout d'un coup, il y a cette espèce d'oscillation de masse apparente. Alors ça peut jouer dans les deux sens. Soit le confinement s'affaiblit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La galaxie éclate, comme une noix mûre. Et c'est les galaxies irrégulières. Les galaxies irrégulières, vous savez qu'il y en a plein les catalogues. Et ça a été découvert surtout par Alton Harp entre les deux guerres, qui avait fait un catalogue des galaxies irrégulières. Les galaxies irrégulières, il y a des formes complètement incroyables. C'est vrai que c'est un truc en train d'éclater. Vous trouverez ça facilement dans des catalogues. Ils partent n'importe quoi dans tous les sens. Et c'était Jeans qui disait quand on est face à ces images de galaxies irrégulières, on ne peut pas résister à l'idée que ces formes aussi torturées sont le résultante de forces totalement insoupçonnées qui sont à l'œuvre. Effectivement, pour arriver à faire éclater des objets de 100 ou 1000 milliards d'étoiles, il faut vraiment des forces énormes ou l'affaiblissement de ces forces. Donc là, c'est le corset qui s'affaiblit, bon, la galaxie éclate. Hein. Et alors, à l'inverse, la situation inverse, c'est au contraire, le confinement, tout d'un coup, se durcit assez rapidement. Et je dirais que l'image de la galaxie confinée, imaginez une cuvette comme ça, c'est-à-dire une surface un peu courbe, et à l'intérieur, vous avez un liquide qui tourne. L'équilibre se forme parce que la force centrifuge est équilibrée par la traction due au creusement de la cuvette. Alors, quand le confinement s'affaiblit, ça veut dire que les bords de la cuvette s'aplatissent. Et à ce moment-là, sous l'effet de la force centrifuge, l'eau jaillit complètement et la flotte fout le camp partout. Mais à l'inverse, imaginez tout d'un coup que vous ayez une cuvette et tout d'un coup, vous remontez les bords. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Simplement en prenant cette analogie liquide. Vous avez cette espèce de crêpe liquide qui tourne, et tout d'un coup, les bords se redressent, ça crée une vague. Et cette vague va converger vers le centre de la galaxie. Et il y a des images qui montrent des choses de genre, où il y a des galaxies avec des anneaux de gaz interstellaires, comme ça, qui convergent. Et c'est ce qu'on appelle une onde de densité. Hein. C'est-à-dire que la matière est plus dense, et les bras spiraux sont des ondes de densité. Dans les bras spiraux, la densité est plus élevée, et c'est comme elle est plus élevée, les étoiles se forment. Donc, quand on voit ces galaxies, on a l'impression que les bras sont très lumineux, et on se dit, mais d'où vient ce contraste de lumière? C'est parce qu'il y a des étoiles jeunes. Les étoiles jeunes émettent de l'ultraviolet et excitent le gaz. Donc, ce qu'on voit, c'est le gaz interstellaire très excité par les étoiles très émissives. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui limite géographiquement l'extension de ces bras spiraux? C'est que les étoiles sont très émissives pendant un temps limité, et après, quand elles cessent de l'émettre de l'ultraviolet très fort, comme ça, elles sortent des bras. Et à l'extérieur, mais ça c'est un... Oui, il y a quand même quelque chose de... Je dirais même un truc très amusant, c'est que pour les galaxies, il y a une analogie hydraulique. Et à ce moment-là, je conseillerais aux gens d'aller dans la salle de bain et de regarder leur baignoire. À ce moment-là, vous prenez une baignoire avec son trou d'écoulement, vous remplissez la baignoire 10 cm, puis après vous videz, et vous regardez ce qui se passe près du trou d'écoulement. Et à ce moment-là, vous avez l'eau qui s'écoule comme ça, et dans les derniers moments où l'eau s'écoule, vous verrez une spirale qui tourne à contresens. Et c'est une onde liquide, mais pour les galaxies, également, c'est une onde de densité.
que j'explique des choses un peu compliquées, mais s'agissant donc de la réaction d'une galaxie face à ce durcissement du confinement, on a cette onde de densité qui se propage dans les gaz interstellaires et qui va créer des nouvelles étoiles, d'où le fait qu'on ait un anneau lumineux, et l'image qu'on aura, c'est cette espèce d'anneau de gaz qui converge comme ça vers le centre. Alors à ce moment-là, lorsque les étoiles jeunes émettent de l'ultraviolet, elles ionisent le gaz. Et le gaz ionisé, il aura une propriété, c'est qu'il va capturer les lignes de champ magnétique. On appelle ça un système à nombre de Reynolds magnétique élevé. Disons que la galaxie, comme ça, au départ, elle a un champ magnétique qui est assez faible. Et lorsque le gaz ionisé se forme, c'est exactement comme les mains d'un paysan qui rapprochait une gerbe de blé. C'est-à-dire qu'on prend les lignes de champ magnétique et on les resserre. Ce qui fait qu'à la fois la matière se rassemble vers le centre galactique et à la fois le champ magnétique se renforce. Et alors, lorsque le système est complètement auto-instable, c'est-à-dire que plus l'anneau converge vers le centre, plus la gravité est forte, donc ça finit par donner, boum, une sorte de proto-étoile. Et dans cette proto-étoile, les conditions de l'ozone sont atteintes d'un coup, c'est-à-dire la fusion. Et à ce moment-là, cette espèce de méga-étoile, peut-être de la taille du système solaire, tout s'embrase avec des réactions de fusion. Et c'est un quasar. Et un quasar, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps, enfin très longtemps, enfin à l'échelle des durées galactiques. Et les gens étaient très perplexes, ils le sont toujours, parce que un objet de la taille d'une étoile, de la taille d'une grosse étoile, émet autant d'énergie qu'une galaxie tout entière. C'est vrai que si on prend un volume de gaz équivalent au rayon de Mars ou de la Terre et que tout ça est porté à 100 millions de degrés, à ce moment-là, ça va émettre une énergie pas possible. Alors donc il y a fusion, il y a émission de particules ionisées, et là, c'est intéressant, c'est que comme le champ magnétique s'est renforcé comme ça, eh bien, les particules ionisées, elles suivent les lignes du champ magnétique. Donc elles vont être émises dans deux directions opposées. Donc il y aura deux lobes d'émission. Les quasars, ils ont deux lobes. Il y en a qui sont peut-être plus complexes, mais en général c'est ça. Il y a un objet émissif et deux lobes d'émission. Simplement, c'est parce que c'est comme des canons à électrons, quoi, c'est guidé par le champ magnétique. Alors, il y a aussi un autre phénomène très intéressant, c'est que ce champ magnétique, il est très fort près du centre, et après ça s'évase. Donc on a un champ magnétique qui joue aussi un rôle d'accélérateur. C'est un accélérateur naturel de particules, qui va jouer sur des distances de dizaines ou de centaines de milliers d'années-lumière. Donc c'est ça qui crée les rayons cosmiques. C'est-à-dire que ces rayons cosmiques, moi c'est comme ça que je l'interprète, on a des particules qui ont des énergies absolument phénoménales, on se demande d'où ça vient. Ça vient des quasars qui fonctionnent comme des accélérateurs de particules naturels. Alors tout ça, ça demanderait des études théoriques, ça demanderait des simulations sur ordinateur. C'est des idées qui ont 30 ans d'âge, quoi. Ça s'est pas fait, ça se fera pas, ça se fera pas de mon vivant. Bon là, j'en porte témoignage un peu sur ces vidéos. C'est certain que même si des gens venaient en disant on a envie de le faire, non, je peux pas. J'ai d'autres choses à faire. Faut que je m'occupe du nucléaire, de l'énergie solaire. C'est vrai que tout à l'heure on en parlait. On me dit qu'est-ce que vous comptez faire. Bon, alors déjà après Biarritz, abandonner les plasmas parce que je trouve que une science qui est entièrement tournée vers le militaire, j'en ai marre, quoi, c'est tout. J'avoue que quand j'ai été face à cette troupe de gens, en voyant leur absence totale de problèmes vis-à-vis de découvertes qui pouvaient déboucher sur des bombes à fusion pure, tournons la page, quoi. Et c'est vrai que peut-être que je m'y serais mis plus tôt si j'avais pensé à ça. C'est vrai que le solaire, le géothermique, l'hydrolien, l'éolien, il n'y a pas d'application militaire. La seule chose qu'on peut faire avec le solaire, c'est brûler les voilures des croiseurs furtifs à voile en bois, comme ça. Bon, non, mais c'est vrai, parce qu'autrement, quand on regarde tous ces versants de la science, il y a toujours un versant pervers comme ça. Alors là, je veux dire que faire beaucoup de mal avec du géothermique, je crois qu'on ne peut pas tellement, quoi.
ne guère que de l'électricité. Prenez par exemple une pile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pile qui fait un vol 5? Pas grand-chose. Hein. C'est vrai que balancer sur quelqu'un. Oui, c'est ça. Disons qu'effectivement, quand on a une lampe torche bien lourde, on peut assommer un type avec sa lampe. J'avais pensé à cette application militaire de la pile, quoi. Enfin, en dehors de ça, c'est quand même assez rassurant de penser qu'il reste quelques activités comme ça. Ah bon, alors j'évoquais cette espèce de ratage avec le Canadien, là. C'est moche comme tout, quoi. À chaque fois, c'est décevant, c'est triste. Et c'est vrai que tout à fait au début, j'ai réécouté les DVD. Quand je rencontre Kreisel, quand j'ai 20 ans, je lui demande qu'est-ce que c'est que la recherche, et il me répond, mon cher, c'est à celui qui vole le premier. C'est assez cynique, c'est pas marrant, mais hélas, c'est souvent vrai, quoi. Et c'est souvent vrai, plus par bêtise que par cupidité, c'est de la bêtise, quoi. Et j'ai évoqué plus tôt, là, l'histoire de Bernard Zapoli, qui est toujours en poste au CNES, qui s'est vraiment comporté de manière lamentable, malhonnête et tout ça. Et on peut se demander pourquoi ils ont fait tout ça. Et en fait, le souvenir m'est revenu, c'est que avant, avec mon ami Maurice, on a fait des expériences hydrauliques. Et dans les expériences hydrauliques, eh bien, on avait un film d'eau avec un petit objet, puis il y avait une petite vague d'étrave. On mettait tout ça dans un champ magnétique, il y avait des électrodes, et quand on a branché les électrodes, tac, la vague d'étrave a disparu. Et c'est vrai que l'hydraulique, c'est sans surprise, quoi. Hein. Il n'y a pas de phénomène tarabiscoté là-dedans. Et ce que je ne savais pas, parce qu'il me l'avait bien caché, c'est qu'à Toulouse, Payan et toute la bande, ils ont refait la manip, ils se sont procurés le même électroaimant, ils ont monté tout ça. Il y avait donc Zapoli, il y avait Esterle, il y avait Payan, il y avait le fils de Payan, d'ailleurs, qui était censé faire une thèse là-dessus. C'était déjà une affaire de famille. Et ils ont refait la manip, et ils se sont regardés avec un grand sourire. Ça marche! Et vraiment, ils ont pensé que toute la MHD était comme ça. Mais, pardon, excusez-moi, la MHD dans les gaz, c'est même tout pareil. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont sauté sur ces idées en disant ça va marcher, quoi. Ça doit être pareil. Ben non, c'était pas pareil. C'était beaucoup plus subtil et sophistiqué. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire de nouveau maintenant? Alors, il y a aussi une chose, un petit sujet, parce que là, on va faire un package, quoi. Une belle conclusion. Pas une belle conclusion. Un problème, tous ces problèmes d'astrophysique, en sous-jacent, il y a le voyage interstellaire. Actuellement, vous avez les astrophysiciens qui disent c'est bien beau, il y a sûrement de la vie à 10, 15, 100 années-lumière, mais on ne peut pas y aller à cause de la relativité. Parce que, vous savez, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se propulser très vite? D'abord, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, mais même on ne peut pas aller plus vite que le 10e de la vitesse de la lumière. Parce que lorsqu'on dépasse le 10e de la vitesse de la lumière, il y a des phénomènes relativistes qui font que l'inertie augmente. Hein. Donc, on dépense tant d'énergie pour atteindre le 10e, mais après, il faut une énergie infinie pour arriver à une vitesse supérieure. Donc, cette propulsion n'est pas possible. Alors, la plus proche étoile était 4 années-lumière. Ça veut dire qu'au 10e de la vitesse de lumière, si par hasard on pouvait atteindre ça, il faut déjà 40 ans aller, 40 ans retour. Donc, vous imaginez, simplement à cause de la relativité, aller voir autour de la plus proche étoile où il n'y a peut-être personne. Et à ce moment-là, l'aller-retour, c'est déjà une vie humaine. Donc, c'est absurde. Donc, si jamais on doit faire plus, donc, à ce moment-là, ça permettait à des gens comme Schatzman, qui est mort, et des tas de gens de dire, évidemment, la vie extraterrestre existe peut-être, mais hélas, c'est hors de notre portée, quoi. Vous savez, c'est comme les gens qui disaient, le plus lourd que l'air va voler, quoi. Une espèce de décision comme ça, on ne fait jamais que considérer comme possible ce qu'on imagine avec la science de son temps, quoi. Et il y a tellement de phénomènes qui sont apparus au début du siècle, comme la supraconductivité. Imaginez que ça n'existe pas, et que vous disiez, voilà, moi je connais un type, il arrive à faire passer du courant électrique dans un conducteur, il n'y a pas d'effet Joule. Le physicien dirait, c'est idiot, il y a forcément un effet Joule. Non, il n'y a pas d'effet Joule du tout. Donc voilà, la mécanique quantique est pleine de choses absurdes comme ça. Là, nous voilà avec une problématique de voyage interstellaire. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, vous avez des gens qui imaginent, alors ça c'est magnifique parce que ça c'est Jean-Claude Ribes, Monet, et ce qu'on a pu voir, c'est un peu le maximum d'imagination que peuvent avoir les gens du GEPAN.
ce sont les nefs spatiales de O'Neill. C'est-à-dire que à ce moment-là, on imagine, vous avez certainement vu ces images-là dans des revues, des univers-îles, c'est-à-dire que vous avez un cylindre qui fait 200 km de long et 50 km de diamètre, qui tourne lentement et dans lequel vous avez 10 000 personnes. Et puis ce truc-là part, comme ça, quitte la Terre, sans retour. Et puis ça accélère doucement, et à ce moment-là, avec ce système-là, c'est seulement vos arrière-petits-enfants qui atteindront le plus proche système habité. Bon, alors c'est ça qui est marrant, c'est imaginer que vous partiez avec un truc comme ça, et quand vous arrivez, vous avez vos descendants qui ont déjà trouvé un truc beaucoup plus rapide en disant c'est seulement maintenant que vous arrivez, quoi. Moi, je me méfierais, quoi. Bon. Alors, il y a aussi ce phénomène bizarre, le phénomène ovni, avec des trucs qui se posent, des bonshommes qui sortent avec 2 bras, 2 jambes. Alors, où c'est vrai, il y a une technique qu'on ignore, ou c'est faux. Et on pourrait se demander, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une technique qu'on ignore? Et quand on considère ce système avec ces 2 énergies positives et négatives, et qu'on considère cette dissymétrie possible, à ce moment-là, il y a une chose curieuse, c'est que dans l'univers de masse positive et dans l'univers de masse négative, les vitesses de la lumière sont pas les mêmes. Il y a les mêmes lois de la relativité, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, mais correspondant à son entité. Et par exemple, on pourrait imaginer que quand on a une masse négative, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans ce monde-là, qui est peut-être 50 fois la vitesse dans le monde positif. Donc à ce moment-là, pour voyager, il faut inverser sa masse. Alors, est-ce qu'on peut inverser sa masse? Comment? Là encore, un défi de physique théorique, de physique mathématique. J'ai pas la solution toute prête. Mais ce que je sais, c'est que mathématiquement, ces 2 univers sont bimétriques. Et une métrique, métron, ça veut dire je mesure, c'est la façon dont on se déplace dans un espace. Donc, s'il y a une situation mathématiquement bimétrique, ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B, il y a 2 chemins. Ils ne sont pas de la même longueur. Pourtant, c'est le même espace. Ça, c'est incompréhensible que par un mathématicien. Pour un non-mathématicien, il ne comprend pas. C'est absurde. On pourrait dire, disons que une bonne façon de représenter ça, vous êtes déjà allé dans un planétarium. Un planétarium, il y a donc une source de lumière et vous avez des rayons lumineux comme ça qui se baladent. Et ces rayons lumineux, ils interceptent un écran sphérique. Et à ce moment-là, sur cet écran sphérique, on voit des points lumineux qui se promènent. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on se dit, j'ai un espace qui est une sphère, et puis là-dessus, je me déplace, et mes points, ils font 10 cm, 20 cm, 1 mètre, etc. Ce monde bimétrique, ça veut dire que la localisation des objets, c'est un angle, mais il y a 2 écrans. C'est-à-dire qu'on soit on est sur un écran et la distance est grande, soit sur l'autre écran la distance est plus courte. Et la physique n'est pas la même. Là-dedans, moi, ça me parle. J'ai déjà un peu travaillé, j'ai fait pas mal de boulot, quoi. Donc, ça laissera une trace. Peut-être que dans X années, des gens s'enflammeront pour un truc de genre-là. Alors, on retrouvera cette relique. Il avait pensé un petit peu à tout ça. Mais ce que ça fait penser, c'est que si on arrive à inverser les masses de particules, à ce moment-là, on peut voyager dans cet univers, on peut voyager sous forme de masse négative, et à ce moment-là, avec une vitesse subluminique, mais apparemment superluminique. Prenons une image que j'ai lue dans un bouquin dans le temps. Imaginez que vous vouliez aller de Marseille à Alger. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres, mettons 250 kilomètres, bon. Et il y a 2 façons de naviguer. Soit vous êtes dans l'air, soit vous êtes dans l'eau. Et dans l'air, la vitesse du son, c'est 330 mètres par seconde, 340 au niveau de la mer. Et puis, dans l'eau, elle est beaucoup plus importante. Je ne sais plus combien ça fait, 2500 mètres secondes, un truc comme ça. Imaginez que la loi soit... vous n'avez pas le droit de dépasser la vitesse du son dans le milieu où vous êtes. Donc à ce moment-là, soit vous êtes en subsonique et à ce moment-là vous mettez un certain temps T à faire Marseille à Alger, soit alors vous allez dans l'eau et vous avez le droit de voyager à vitesse subsonique mais par rapport à la vitesse du son dans l'eau. Donc à ce moment-là, le voyageur passe dans l'eau,
chemine avec cette vitesse considérable de 2500 ou 3500 mètres secondes, 10 fois la vitesse. Et quand il refait surface, les gens disent, vous avez violé les lois de la physique, vous avez été 10 fois la vitesse du son. Non, c'est dans l'eau. J'ai respecté la loi, mais dans le milieu où je suis. Et là, à ce moment-là, ça veut dire qu'avec ce véhicule, on va continuer à respecter les lois de la physique, mais dans une espèce de biphysique. Alors, vous savez, c'est pas plus fou que comme disent les Belges, les carabistouilles qu'on trouve dans la revue, je vous ai montré tout à l'heure, avec les Baby Universe. Parce que ces Baby Universe, il n'y a rien, il n'y a pas d'idée. Il y a des mots comme ça, simplement. Comment dire qu'il y a 10 puissance 500 univers possibles, ça sert à quoi? Mais est-ce que ça serait quand même un voyage humain? Est-ce que ça durerait 6 mois, voire 3 mois d'aller à la prochaine étoile, ou ça durerait quand même? Moi, je pense plutôt, je pense qu'il y aura une durée limitée, c'est pas instantané. C'est pas instantané. Bon, on est obligé de se poser la question en disant, on a un observable, c'est des visiteurs. Ces visiteurs, ils viennent pas de Mars, ils viennent pas de Jupiter, ils viennent de beaucoup plus loin. Donc, ou alors ils ont des longévités extraordinaires, ils voyagent très lentement et ils arrivent à vivre 30 000 ans, ou alors ils ont un truc. Et à ce moment-là, ça nous fait spéculer sur ce truc. Et c'est là que vous parliez de la liberté de penser, jusqu'où on peut penser trop loin. En astronomie, astrophysique, on a un type comme Braic, c'est pas la peine d'envisager ce genre de choses. On s'arrête, c'est tout. Lui, il est dans la dynamique des planètes et ça va plus loin. Donc, le voyage interstellaire est possible et en plus, bon, ça, j'ai un peu expliqué, il n'y a même pas de propulseur. Enfin, bon, ça irait un peu trop loin. Mais tout d'un coup, je parle de Braic et je parle du système solaire. Là, j'ai envie de donner un petit peu des détails sur la naissance du système solaire. On va quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Profitons-en, quoi, pour mettre dans ce DVD. Et nous habitons au système solaire. Donc, il y a le Soleil, il y a les planètes qui tournent autour. Alors, évidemment, on peut palabrer à l'infini sur la position des planètes, sur leur nature, leur consistance. Vous savez qu'en ce moment, il y a une tempête sur Saturne. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a une météo. Alors c'est rigolo parce que sur les grosses planètes, les cyclones durent beaucoup plus de temps, quoi. Chez nous, ça dure une semaine. Là-bas, il y en a pour 6 mois ou 3 ans, quoi. Normal, c'est à l'échelle de ces objets. Et là, je vais peut-être vous raconter un peu des choses que vous trouverez nulle part. Et qu'on a concocté avec Souriau, qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet-là. Par exemple, quand on prend le système planétaire, on a le Soleil, puis autour, il y a les planètes qui sont à différents rayons, comme ça, et les gens se sont tout de suite demandé quelle est la loi qui régit ces distances. Et on arrive à la loi empirique de Titus-Bode, qui fait que le rayon varie comme le carré du numéro de la planète. Alors à ce moment-là, on commence par Mercure, et puis après on a Vénus, puis après on a la Terre, après on a Mars, et puis après il y a Jupiter, mais il y a un trou entre les deux. Et lorsqu'on prend cette loi de Titus-Bode, on se dit, il doit y avoir quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'est la ceinture d'astéroïdes, qui évoque peut-être une planète qui aurait été pulvérisée, dont on trouve les débris. Mais de toute façon, c'est un endroit où de la matière peut se répartir en fonction de cette loi de Titus-Bode qui est empirique et dont on ne comprend pas la fonction. Et c'est à ce moment-là que Souriau s'est mis à travailler là-dessus. Son travail, je l'ai mis dans mon site, je trouve ça fascinant, son truc. Et il a fait une analyse très pointue de ces orbites planétaires et aussi les orbites des satellites qui sont autour des planètes. Et en faisant une décomposition spectrale, il voit apparaître des nombres particuliers, et en particulier le nombre d'or et son carré. Alors le nombre d'or, dans le système solaire, d'où ça sort un truc pareil? Eh bien, lorsque on considère les planètes qui tournent autour du Soleil, pourquoi prennent-elles ces orbites et pas d'autres? Lorsqu'une planète tourne autour du Soleil, elle crée un effet de marée, elle soulève la surface du Soleil.
Pas beaucoup, mais quand même quelques centimètres, ce qui à l'échelle du Soleil est énorme. Alors il y a un truc intéressant que m'a fait remarquer Souriau, c'est que cet effet de marée, il varie comme l'inverse du cube de la distance. Ce qui fait que Mercure étant très près du Soleil, a autant d'effets que Saturne. Parce qu'il est beaucoup plus près. Donc il a l'effet de marée sur le Soleil que... Alors donc, une planète se sert du Soleil comme résonateur pour fournir des informations gravitationnelles aux autres. Et alors à ce moment-là, prenons un système simplifié avec un Soleil, une boule de gaz comme ça brûlante, puis autour il y a deux planètes qui tournent. Alors chaque planète en tournant va créer un effet de marée, soulever la surface de l'astre et informer l'autre. Donc elles vont échanger de l'énergie et elles vont converger vers un système de résonance minimale, où le système d'énergie est minimal. Ça, c'est de la mécanique, c'est de la physique. Les systèmes physiques évoluent vers ce genre de choses. Et ça implique un phénomène de résonance. Donc, c'est là qu'on va passer à des trucs bizarres qui sont les cordes d'un violon. Hein. Vous prenez deux instruments de musique, comme des violons ou des guitares, et puis vous avez deux cordes qui sont accordées à la même fréquence. Hein. Le La et l'autre, c'est le La aussi. Vous tirez sur une corde, la résonance est maximum, parce que les deux cordes sont à même fréquence propre. Donc à ce moment-là, vous sollicitez la deuxième corde avec une fréquence qui est sa fréquence propre. Maintenant, on peut imaginer que les fréquences ou les périodes des deux cordes, il y a un rapport 1,5 entre les deux, ou 2. Il y a un rapport de nombre entier. Donc là, il y a résonance, un peu plus faible, mais encore, ça marche. Alors après, eh bien, on peut imaginer que le rapport des fréquences d'oscillation des cordes, des fréquences propres, c'est un rapport de nombre entier, 3/4, 5/2, ça marche encore. Et tout d'un coup, on passe à un nombre irrationnel, à 414 en signe de 2. Alors là, ça va beaucoup moins bien. Et c'est marrant parce que ça nous amène au pythagorisme. Vous savez que les pythagoriciens étaient très intéressés par la théorie des nombres, les rapports de nombres entiers par la musique, hein, par les problèmes de résonance. Donc là, c'est une réalité physique, c'est que si vous prenez deux cordes qui sont telles que le rapport de leur période, c'est le nombre d'or, eh bien, quand vous en pincez une, l'autre résonnera, mais beaucoup moins bien que si c'était un nombre entier ou un rapport de nombre entier. Et un mathématicien qui s'appelle Cantor a fait, avec un cas, a fait une analyse il y a un siècle et plus, en cherchant à déterminer le degré d'irrationalité d'un nombre. Vous savez, il y a les nombres rationnels, qui sont les rapports de nombres entiers, et puis racine de 2 est irrationnel parce qu'on ne peut pas le représenter sous la forme d'un rapport de nombres entiers, ça ne marche pas. Donc Cantor a créé une équation qui permet de déterminer le plus irrationnel de tous les nombres, et c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est si vos deux cordes sont tendues de telle façon que leur fréquence propre soit le nombre d'or, alors l'échange d'énergie minimum. Donc autrement dit, quand vous avez deux planètes qui circulent autour d'une étoile, elles vont s'assembler de façon à ce que leur période, c'est-à-dire le temps de leur année, soit le nombre d'or. C'est extraordinaire, un truc pareil. Donc le nombre d'or, on le percevait jusqu'ici comme un objet lié à l'esthétique. Vous savez par exemple que quand on prend un rectangle qui a les propriétés du nombre d'or, quand on enlève un carré, il reste un rectangle qui a encore les mêmes propriétés. Le nombre d'or a 156 propriétés. Vous regardez la Wikipédia, vous allez trouver ça, c'est très amusant. Mais le fait que c'est que ça rassemble des propriétés physiques, c'est beaucoup plus mal connu. Donc là, il y a un problème d'acoustique et d'échange d'énergie, et puis après un problème gravitationnel avec des périodes planétaires. Et le système est stable quand le rapport des planètes, des planètes et le nombre d'or. Hein. Et Souriau a montré que quand il y avait non pas deux planètes, mais toute une tapée, il y avait une loi qui s'organisait autour du nombre d'or, ce qu'il appelle une loi dorée. Et c'est dans ses écrits et donc dans mon site, puisque j'ai reproduit ça. Et c'est très proche de la loi Tithus-Bode.
C'est pour ça que Titus Bell ont trouvé ça en semi-empirique, mais en fait, la véritable loi, là, elle a une raison d'être, c'est le nombre d'or. Et je veux dire que on pourrait faire ça en simulation sur ordinateur. Voilà encore un problème fantastique. Prenez un soleil, et maintenant, on est capable de représenter un soleil avec 100 000 points ou 1 million de points. Maintenant, c'est tellement facile avec la vitesse des calculs. Donc à ce moment-là, les planètes, c'est simplement des points masses. Et ce point masse, il va déformer la goutte gazeuse comme ça et créer les effets de marée. Donc à ce moment-là, vous pouvez installer comme ça des points masses et voir le système solaire se former. Et ce système solaire va se former et s'articuler. Alors premièrement, quand ce système solaire se forme, pourquoi voulez-vous que les planètes soient dans un plan? On les met n'importe comment. Et à ce moment-là, le plan de l'équilibre type va se former. Et ça, je vous jure, je suis persuadé qu'on ferait ça. C'est à la portée, pas d'un étudiant, mais c'est une thèse de doctorat, un truc comme ça. On se donne un bon soleil bien sphérique, avec tous ces points masses, comme ça, qui tient par ses équilibres de pression. Et autour gravitent des planètes un peu dans tous les sens. Et ces planètes déforment la surface du soleil, leur soleil, et échangent ainsi de l'énergie gravitationnelle, et ça va modifier leurs orbites. Alors à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un plan particulier qui va se former? Qu'est-ce qui règle, qu'est-ce qui détermine l'apparition de ce plan de l'écliptique? Et je vous assure, ça se trouve pas dans les bouquins. Eh bien, c'est la planète qui est le moment cinétique le plus important. Le moment cinétique, c'est le produit MRV, le produit de la masse par la distance à l'astre, par la vitesse. Et la planète qui a le plus fort moment cinétique, c'est Jupiter. Et dans la mythologie gréco-romaine, c'est le roi des dieux. On se demande bien pourquoi, parce que c'est pas l'objet le plus remarquable du ciel, c'est plutôt la Lune. Pourquoi la Lune ne serait pas la reine des dieux? Non, c'est Jupiter. Et Jupiter a le moment cinétique le plus fort, et c'est lui qui va amener toutes les planètes dans son plan d'orbitation. Donc on a donc le Soleil avec Jupiter qui est cette espèce d'étoile ratée, qui est quand même une masse importante, et il gravit dans un plan, et toutes les autres étoiles vont avoir leurs orbites qui vont se mettre dans ce plan de l'écliptique relativement rapidement. En combien de temps, je ne saurais pas vous le dire, mais je sais pas, en quelques millions d'années, peut-être un temps qui à l'échelle cosmique est assez bref. Donc première chose, formation du plan écliptique, et ensuite, du fait de ces échanges d'énergie, constitution de la loi dorée de Souriau. Donc là, on commence à en savoir un peu plus là-dessus. Et alors, il y a aussi une chose qui est fascinante, c'est quand on prend le moment cinétique du Soleil, il y a aussi le moment d'inertie, le moment cinétique de Jupiter. Jupiter est loin du Soleil, donc ce produit MRV est considérable. Et le Soleil a beau avoir une masse, je ne sais pas, quelque chose comme 1000 fois plus forte, comme il est très compact, son moment cinétique est plus faible. Donc, au départ, l'étoile tourne sur elle-même un petit peu, suivant, je crois que je ne sais plus quelle est la période de rotation du Soleil, je ne sais pas si c'est 21 jours, ou enfin, il y a une période de rotation assez lente. Eh bien, au départ, l'axe de rotation du Soleil est n'importe comment. Eh bien, c'est Jupiter qui va redresser l'axe du Soleil. Maintenant, l'axe de rotation du Soleil, il est dans la perpendiculaire au plan de l'écliptique. C'est assez amusant, on habite le système solaire, on commence à en savoir un peu plus sur cette histoire-là. Et nous, on a la Terre qui tourne, et elle a un axe de rotation, la Lune tourne autour, et cet axe de rotation de la Terre subit une rotation sur lui-même, comme ça. C'est-à-dire que cet axe de rotation, pour le moment, il pointe vers l'étoile polaire. Mais on sait qu'il y a 10 000 ans, il était là. Et puis il y a je crois que c'est 40 000 ans la période. Donc autrement dit, l'axe de rotation de la Terre tourne comme ça. Alors on se dit, mais pourquoi? Eh bien, prenez un gyroscope. Vous avez un gyroscope, comme ça, vous le tirez. Alors, vous savez que quand vous posez le gyroscope sur la table, son axe va tourner comme ça. Et puis après, quand il se fatigue, il finit par se coucher. Autrement dit, le gyroscope, il aimerait bien tomber à plat sur la Terre, mais du fait du mouvement qui l'anime, qui est un peu compliqué, eh bien, il va avoir une trajectoire, et schématiquement, l'axe du gyroscope va embrasser la surface d'un cône. Maintenant, faites une chose très simple.
vous avez votre gyroscope, et au lieu de le poser sur la table, vous le suspendez à une ficelle. Si vous le suspendez, alors si on le pose sur la table, l'axe a tendance à se coucher comme ça. Mais si vous le mettez à une ficelle, l'axe a tendance à se mettre vertical. Et à ce moment-là, quand vous aurez accroché votre gyroscope à une ficelle, eh bien vous le verrez faire ça. Et ce que fait la Terre, elle a une sorte de mouvement gyroscopique, simplement parce que l'axe de rotation de la Terre tend à devenir perpendiculaire au plan de rotation de la Lune. Donc la Lune, à un moment cinétique plus important, elle est en train de redresser l'axe de la Terre. Il y a plein de choses comme ça qui sont formidables. Par exemple, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et la Lune, c'est un mois lunaire, quoi. Bon. Et d'où vient la Lune? On a eu des tas de théories, comme quoi il y avait formation d'une espèce de cacahuète, et puis il y a deux morceaux qui s'est détachés. Maintenant, il y a une théorie qui prend de plus en plus du poil de la bête, y compris que des simulations sur ordinateur. C'est l'origine collisionnelle de la Lune. On sait que les échos des ondes sismiques montrent qu'au centre de la Terre, il y a un astre de la taille de Mars, il y a un noyau de fer ou de nickel, enfin un truc dense. Et à ce moment-là, comment se fait-il que cette planète faite de magma, au centre, il y a un gros machin comme ça, dense? Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a eu une collision de la Terre avec ce truc-là. Et un objet comme ça de fer, ça peut être un débris de supernova. C'est-à-dire que dans la formation des étoiles, les étoiles naissent dans des amas. C'était Jodră qui avait imaginé que l'amas dans lequel le Soleil a pu naître faisait quelque chose comme 500 ou 1000 étoiles. Et là-dedans, il y a tout un spectre d'objets de toute taille. Il y a des étoiles de la taille du Soleil, il y a des tout petits machins, et puis il y a des grosses étoiles, et les grosses étoiles vont exploser et se transformer en supernova. Alors c'est bien commode, parce que les supernovas sont les spores du cosmos, et ça rejoint un peu le principe anthropique. On dit c'est bien pensé tout ça. C'est-à-dire qu'un système se forme, on a des étoiles qui émettent de l'énergie sous forme de rayonnement qui va permettre après à la vie d'être alimentée, quoi, la photosynthèse de se faire. Et pour que cette vie apparaisse, il faut des planètes. Et pour qu'il y ait des planètes, il faut qu'il y ait des matériaux lourds. Et les matériaux lourds, boum, c'est les supernovas qui les fabriquent, qui ensemencent donc tout ce milieu-là avec ces poussières lourdes qui vont donner les planètes, qui vont se mettre à ce moment-là à tourner. Et alors, à un moment, j'avais parlé de la naissance des galaxies en expliquant pourquoi elles tournaient. Et je disais que quand les galaxies se forment, avant que l'expansion cosmique ne les éloigne, elles sont aussi proches que des grains de raisin dans une grappe. Et à ce moment-là, j'avais donné en 2D l'image des œufs sur le plat qui se frôlaient, qui faisaient tourner les... Bon. Pour les étoiles, c'est pareil. On a la proto-étoile, et puis on a autour une espèce d'enveloppe de poussière et de gaz qui va donner les futures planètes. Et de même que les galaxies étaient très serrées au moment de l'expansion, de même au moment de leur formation, les proto-étoiles sont relativement proches les unes des autres. Et justement, au fil des collisions, c'est à leur partie extérieure que le mouvement cinétique va être fourni. Ce qui fait que la rotation des planètes, c'est lié à cette friction entre les couches de poussière qui entourent les étoiles, avant que l'agitation thermique, l'agitation des étoiles ne les sépare comme ça. Donc on commence à réaliser un petit peu pourquoi on a des systèmes planétaires, pourquoi le plan de l'écliptique se forme et tout ça. Et alors, là, ce que je trouve le plus amusant, alors donc, l'origine de la Lune, il y a peut-être, on ne sait pas quand elle s'est formée, il y a peut-être d'abord, ce qu'on sait, puisque ça a été un des premiers résultats de la conquête spatiale, c'est que les matériaux dont la Lune est formée sont très voisins de la côte terrestre. Donc l'idée que ce soit un éjectat de la Terre, c'est assez probable. C'est pas du tout complètement quelque chose d'exotique. Et à ce moment-là, si c'est un gros morceau de fer, par exemple, ça peut très bien être un noyau de supernova, parce que quand une supernova éclate, au centre, il y a un résidu qui est justement les cendres de la fusion,
je ne vais pas reprendre l'histoire de la supernova, parce que ça se trouve dans tous les bouquins, mais quand vous avez des météorites fériques, et moi j'en avais une très belle comme ça a carrément la densité du fer. Donc pour résumer, une supernova serait venue s'écraser sur la Terre. Non, pas s'écraser, la supernova a éclaté, et à ce moment-là, tous ces débris gazeux sont allés se mettre dans l'amas qui correspond au proto-amas d'étoiles, et puis ma foi, le noyau, soit c'est un objet unique, soit c'est des morceaux comme ça qui s'éparpillent à droite et à gauche, quoi. La Terre serait le résultat, et la Lune serait un autre résultat de cette supernova. La Lune serait le résultat de la collision entre la Terre et un débris de supernova dense. Alors à ce moment-là, vous avez la scène, vous avez la Terre qui est comme ça, et de là, bouf, il y a un objet de la taille de Mars qui frappe la Terre. Bon, ça fait un gros floc, et là, à partir du moment où les scientifiques ont des simulations, ils commencent à croire un peu aux choses. Alors effectivement, on voit une Terre qui tourne, et puis il y a un objet qui percute, éventuellement un petit peu tangentiellement, et à ce moment-là, boum, il y a un éjecta qui sort, et ce truc se rassemble relativement vite en Lune, c'est-à-dire en objet sphéroïdal. Alors on se retrouve avec la Terre et une proto-Lune qui tourne autour. Il devrait y avoir une immense un creux, une immense... Oui, mais ça se referme. Voilà, ça se referme, c'est tout. Je ne dirais pas qu'il y a une cicatrice, mais il faut comprendre une chose, c'est que des planètes comme la Terre, si on accepte ce noyau dur, c'est une goutte liquide. Si vous étiez un géant comme ça avec le doigt, rappelez-vous une chose, c'est que quand on prend la croûte terrestre, ça fait 80 km d'épaisseur, je crois. La comparaison, c'est exactement la peau d'une pomme par rapport à la pomme. Donc, vous voyez, le magma, il y en a pas mal. C'est comme, je dirais, une pêche avec le noyau. Vous avez le noyau dur, puis après vous avez la pêche et puis la peau de la pêche et la croûte terrestre, sur lequel on est. En fait, évidemment, si on tape des pieds, ça bouge pas, mais si on insistait, alors donc le débris de supernova frappe la Terre. Peut-être ça va emporter un éjecteur, puis après. La croûte terrestre, c'est jamais que le magma qui solidifie, c'est rien d'autre. D'ailleurs, au fond des mers, c'est du magma solidifié, puisque les continents s'écartent. Donc à ce moment-là, la croûte casse, le magma sort et ça cicatrise. Donc, au fond des mers, c'est une cicatrice la Terre n'arrête pas de tirer sur ces cicatrices, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de point de suture, quoi. Et alors, vous l'avez répété à plusieurs reprises, tout ça c'est bien fait. Et alors on a envie de vous poser une question quand même, puisque c'est une question que se posent forcément les scientifiques. Est-ce que vous pensez que tout ça est arrivé par hasard, tout ce système, comment il s'est-il créé finalement? Est-ce que vous avez une conviction personnelle là-dessus? Non, comment dire, j'ai pas de science infuse à ce sujet-là, mais ça nous amènerait à parler de métaphysique. Peut-être on fera ça tout à l'heure, pourquoi pas. Comme vous dites, on commence maintenant, on va terminer à minuit, pas de problème, bon. Mais oui, je crois que c'est inévitable d'arriver à ça. Et avant même de se poser la question sur qu'est-ce qui gère, qui dirige un petit peu ça, il faut essayer de se demander s'il y a un monde et un métamonde, quoi. Est-ce que l'univers c'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on touche, ou est-ce que ça va pas plus loin que ça? Mais restons un petit peu dans le problème de cette dynamique des planètes, c'est quand même vachement intéressant. Donc au départ, on a donc une Terre, et puis on a une proto-lune qui tourne, et cet éjecta, il est pas loin. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la Terre tourne, et la Lune est autour, et si vous êtes déjà allé dans un manège de chevaux, vous savez, les gens qui dressent les chevaux, bon, ils sont à l'intérieur dans un enclos, et puis ils sont à cheval avec une longe, et on voit très bien le geste que vous allez faire si vous voulez que le cheval accélère. Vous allez tirer cette corde pour inciter le cheval à accélérer. Sinon, si vous voulez le ralentir, vous allez tirer dans l'autre sens. Donc là, vous avez la Lune qui se trouve là, et la Lune crée un effet de marée. Elle déforme la Terre en ellipsoïde. Et comme la Terre tourne plus vite que la Lune, à ce moment-là, l'excroissance terrestre va être comme ça et avoir tendance à accélérer la Lune. Et à ce moment-là, en accélérant la Lune, elle va lui communiquer de la vitesse et la Lune va s'éloigner de la Terre. Donc, actuellement, grâce à l'effet Doppler,
Je crois qu'on sait que la Lune s'éloigne de 4 cm par an, quoi. On a mesuré ce truc-là, parce qu'on a mis des miroirs sur la Lune pour mesurer ça pile poil, etc. C'est quand même marrant de pouvoir reconstituer de manière assez crédible, quoi, cette histoire, puisqu'on mesure ce qui se passe. Donc la Lune est en train de s'éloigner. Quand est-ce que... grand-chose, 4 cm par an. Oui, bon, mais mettez ça sur des centaines de millions d'années, ça commence à être conséquent. Alors il y a aussi un truc, c'est que la Lune, quand elle s'est formée, à la fois, elle était inhomogène, c'est parti avec un morceau de magma, un morceau de croûte, un morceau de n'importe quoi. Donc, elle a une certaine consistance, et puis il va y avoir quelque chose de plus dense qui va tomber au fond. Et comme c'est pas un objet très lourd et qui est la Terre, l'objet dense va avoir tendance à se rapprocher de la Terre. Donc il y a un balourd. Donc la Lune tourne, et elle a un balourd. Et à ce moment-là, comme elle a un balourd, eh bien, hop, elle va tourner régulièrement. C'est quoi un balourd? Un balourd, vous prenez un... Ah, le bas est lourd. Oui, non, mais vous prenez, je sais pas, un cercle, et puis il y a une partie qui est plus lourde. Une autre bicyclette, et puis vous la lestez, elle va tourner comme ça, et puis il y a un moment, par exemple, où elle va ralentir, hop, elle va repartir dans l'autre sens. Donc, la Lune, au départ, tournait, elle avait un balourd, et puis après avoir fait un nombre n de tours, qu'on ne sait pas évaluer, il y a un moment, le jour où elle s'est arrêtée, elle est repartie dans l'autre sens, et après, elle s'est mise à osciller comme ça, avec des oscillations amorties, et ce phénomène, on porte un nom, on appelle ça la libration. Et actuellement, si vous êtes la Terre, la Lune oscille comme ça, vous savez. Donc la Lune a ce mouvement de vibration, et tout en tournant autour de la Terre, elle a gardé cette espèce de mouvement d'oscillation qu'elle va perdre de plus en plus avec le temps. Donc là-dedans, il y a toute une mécanique planétaire qui est assez simple à comprendre, c'est assez marrant. La Lune s'éloigne, en plus, vous savez qu'elle nous montre toujours son même visage. Mais dans le temps, elle tournait sur elle-même et on voyait tout, quoi. Quand, alors ça, il aurait fallu faire des simulations sur ordinateur, un exemple d'ânerie qu'on a entendu dire de la part des scientifiques, quand on a engendré, c'est la théorie du chaos, quoi. Et c'est l'idée, par exemple, que la rotation de la Terre puisse devenir irrégulière, puisse avoir un comportement chaotique. Mais c'est que quand on traite ça en termes de théorie du chaos, on traite la Terre comme une sphère solide, ce qui n'est pas le cas. C'est un milieu élastique, donc il y a des processus dissipatifs, et les processus dissipatifs s'opposent à la théorie du chaos. Donc les conclusions qu'on tire avec ces calculs chaotiques sur ordinateur sont faux, parce qu'ils ne tiennent pas compte de processus dissipatifs. Alors il faudra en tenir compte, mais ça on ne sait pas faire. C'est assez compliqué. Alors donc, vous voyez, ce système dans lequel la Terre tourne plus vite que la Lune et a tendance à l'accélérer, ça fait que la Lune s'éloigne. Alors, il peut y avoir la situation inverse, c'est-à-dire un satellite qui tourne autour d'une planète et il tourne plus vite que la planète. C'est le cas de Phobos, autour de Mars. Donc on a la planète Mars et on a le satellite Phobos, et lui, il va plus vite que la rotation de Mars. Donc autrement dit, il crée un effet de marée sur Mars, mais il est en avance par rapport à cet effet de marée, ce qui fait que Mars ralentit Phobos, qui finira par lui tomber dessus. Quand? J'en sais rien, mais il y a cette prédiction. Vous imaginez le jour où Phobos passera au ras de Mars, où l'atmosphère sera raréfiée, ce sera assez spectaculaire, quoi, un truc comme ça. Donc, on commence à y voir un peu plus clair dans cette mécanique planétaire. Lorsque on considère le système solaire, il y a des objets légers, des objets lourds. Et il y a des choses qu'on a déjà expérimentées, c'est l'effet de... mon Dieu, comment ça s'appelle? Pour envoyer un satellite hors du système solaire, on le fait passer derrière Jupiter et on se sert de Jupiter pour l'accélérer. Parce que je crois que c'est un effet de marée, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est vrai que, dans le temps qu'on avait des voitures assez légères comme les 2 chevaux, on se mettait derrière les camions pour se faire un peu aspirer par le camion. Et là, Jupiter se balade et quand le satellite passe, il est accéléré par
à l'effet de fronde. C'est l'effet de fronde. Donc, on utilise l'effet de fronde pour accélérer les satellites, et c'est comme ça qu'on a envoyé les sondes pionnières quitter le système solaire, sinon on n'avait pas assez d'énergie. Donc, il y a dans le protosystème planétaire 2 mécanismes très importants qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est l'effet de fronde, qui a pour effet de débarrasser le système solaire des objets légers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces objets légers frôlent des objets lourds, ça les accélère, ça fout le camp. Et autour de la Terre, on a les ceintures de Kuiper, on a cette espèce de réservoir de comètes. C'est un petit peu aussi le fait que tous ces objets légers ont migré vers la périphérie du système solaire. Et le deuxième effet, c'est la collision et le fait que les grosses planètes font le ménage. Jupiter a un centre, un noyau costaud, qui, je sais pas, ça fait plusieurs fois la masse de la Terre. Bon, il y avait toute une planète de ce genre-là. Jupiter a passé, boum, il s'est resté prisonnier dedans. Alors, il y a aussi un truc très marrant, c'est l'effet de la sphère de Roche. Alors, la sphère de Roche, quand vous avez un astre, par exemple une planète, eh bien, vous imaginez que vous fassiez circuler un objet en orbite autour de l'astre. Alors nous, actuellement, on a la station spatiale qui se balade à une certaine altitude et elle est soumise à des forces. Prenez par exemple 2 boules de billard, il y a une très faible force gravitationnelle qui les lie, donc elles vont être collées l'une à l'autre. Et si elles tournent autour de la Terre, la boule qui sera plus près de la Terre aura tendance à ficher le camp, parce que la vitesse de rotation sera plus grande. Donc la question, c'est à quelle distance faut-il se placer pour que ces 2 masses, en tournant autour de l'astre, continuent quand même à tenir, parce que leur force mutuelle est supérieure à l'effet de séparation dû aux orbites différentes. Et ça, c'est à peu près 2,5 fois le rayon de la planète, ce qu'on appelle la sphère de Roche. Alors, par exemple, prenez une comète, qui n'est pas un objet très compact. Il y en a certaines qui ont peut-être un peu la consistance d'une boule de neige, quoi. Donc, quand ça se balade dans le vide entre 2 planètes, ça reste compact. Mais si ça passe au voisinage d'une planète et ça rentre dans la sphère de Roche, la comète va se disloquer, la comète ou la météorite. Et on a sur la Lune, allez chercher des cartes de la Lune et des photos de la Lune, il y a des moments où on trouve des successions de cratères comme ça, 7 ou 8 les uns derrière les autres. Eh bien, ça, c'est un astre qui est arrivé en tangent. Il est rentré dans la sphère de Roche de la Lune, il s'est fragmenté en petits morceaux, et après, ces petits morceaux ont été percutés, la Lune, les uns derrière les autres. Pas très connu, des trucs comme ça. Bon, peut-être des gens qui en parlent un peu, mais ouais, c'est intéressant. Donc, tous ces mécanismes planétaires. Et vous me posiez la question en me disant tout ça, ça a l'air bien pensé, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça je sais pas, on parle souvent de l'architecte dont on trouverait la montre, c'est la métaphore, si on trouve une montre dans une plaine déserte, on va se dire, il y a quelqu'un qui a fait cette montre. Là, ça a l'air quand même assez bien ficelé, c'est ce que dit Trinh Xuan Tuan et c'est ce que disent un certain nombre de gens. Pour autant, vous expliquiez dans une autre vidéo que si on fait une expérience, les choses vont s'organiser par elles-mêmes aussi. Donc, c'est vrai que, par exemple, je crois que j'avais cité cette expérience où on prenait des petites baguettes en bois avec un crochet, un rond, et il y a une statistique qui fait que, là c'est pareil, quand vous prenez des protons, des neutrons, des électrons, et vous faites éclater une supernova, vous allez avoir des atomes, des molécules, et leur règle du jeu, c'est la stabilité. Il y a un truc assez marrant, par exemple, quand on prend... il existe des petites billes aimantées, hein. Alors, pour les 2 billes démentées, c'est bon, ça fait du deutérium. 3 billes, ça va faire du tritium. Et puis après, vous prenez 4 billes, avec ça vous faites un tétraèdre, et c'est vachement stable, c'est l'hélium. Donc autrement dit, les formes géométriques dans lesquelles les nucléons s'assemblent de manière bien compacte, ça va être plus stable que dans d'autres situations. Et avec un nombre n de billes aimantées, essayez de faire une sphère. Quand vous arrivez à une configuration qui marche pas trop mal, vous trouvez un atome.
Si vous rajoutez une bille de plus, pouf, le machin est tout distordu. Donc c'est les objets radioactifs, quoi. On a le 238 et tout d'un coup on rajoute un truc de plus, ça devient 239, c'est le plutonium. Bon, lui, ça y est, il devient instable. Donc ce qui existe, c'est ce qui est stable. Hein. Alors effectivement, est-ce que toutes les règles du jeu ne sont pas créées à partir du moment où on a des protons, des neutrons, des électrons et quelques lois de la physique. Là, il y a toute l'histoire de la table de Mendeleïev est déjà écrite, puis après, l'histoire des molécules est déjà écrite. Alors évidemment, après, est-ce qu'on peut dire que la vie, tout ça c'est pousser le bouchon à échelle cosmique, quoi, un truc comme ça. Et je pense que j'ai toujours dit qu'une pensée, c'est un système organisé de croyances. Donc dire moi je ne crois à rien, c'est pas possible. Hein. Même en faisant de la science, on est obligé de penser que l'univers est comme ci, de penser que ceci, que cela. Et quand on chemine dans l'histoire des sciences, c'est merveilleux de voir comme la construction mentale des anciens correspondait à des raisons bien précises, comme la théorie des épicycles de Ptolémée, vous connaissez, dans lequel les planètes circulent comme ça. Et ça, c'est parce que le cercle, c'est quelque chose de magique. Il fallait absolument sauver le cercle. Donc, on construit entièrement le monde comme ça. Et puis, très certainement, notre vision de la physique actuelle doit avoir un petit côté épicyclique, comme la mécanique quantique, par exemple. Ça a beau marcher très bien. Dans l'histoire des sciences, il y a toujours un moment où une vision s'est effondrée pour en donner une autre. C'est-à-dire que la vision keplérienne, c'est assez amusant parce que Kepler, à un moment, avait un protecteur et il a eu une idée tout d'un coup. Tout à l'heure, on parlait des 4 éléments, ou 5 éléments avec le tétraèdre, le cube, l'icosaèdre. Et Kepler a une idée tout d'un coup fantastique, il se dit le système solaire est agencé avec des lois qui dérivent des polyèdres. Donc à ce moment, je prends un tétraèdre, je mets une sphère autour, et puis après je mets un cube, je mets une sphère autour, et puis je mets un octaèdre, je mets une sphère autour, et avec ça, je retrouve les trajectoires des planètes. Et à ce moment-là, très bien, lui dit son protecteur, voilà de l'argent, construisez-moi un modèle. Il construit le modèle, ça marche pas. Donc, la validité d'une théorie, c'est que ça correspond à la réalité. Et là, il a pris un boc parce que il avait une intuition, c'était pas la bonne, quoi. Donc la bonne, c'est les trajectoires keplériennes, le fait que les planètes suivent des ellipses. Et c'est marrant parce que l'ellipse avait été inventée par les Grecs et c'est Kepler qui trouve cette trajectoire en exploitant les mesures faites par Tycho Brahe, et il appelle ça une ovoïde de Kepler. Puis un jour, le type dit, mais votre ovoïde, c'est une ellipse. Il y a 2 foyers, il lui explique tout ça. C'est assez marrant, quoi. Hein, bon, mais là, vous savez, le théorème de Pythagore, on l'a trouvé dans des tablettes cunéiformes. Donc, quand est-ce que les choses ont été inventées, ça c'est... Alors bon, pour revenir à cette histoire du compte architecte... Et à votre croyance personnelle. Ma croyance personnelle, bon, eh bien, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est la conscience, quoi. Parce qu'en fait, ça sert à rien, quoi. La notion de bien et de mal, le fait qu'on soit capable de penser, pourquoi foutre, quoi. Pourquoi est-ce que nous ne croissons pas comme des cristaux, quoi. C'est vrai qu'il y a des tas de... Les montagnes s'érodent, il pleut, enfin, il y a une sorte de devenir planétaire, mais nous, en plus, on a cette espèce de conception. Et il y a un prix Nobel de neurosciences qui avait écrit, je suis persuadé qu'un jour, on arrivera à fabriquer des robots pensants et conscients. Moi, je pense que c'est pas vrai, quoi. Je crois que là, vraiment, il y a un mécanisme. Vous vous rappelez, vous avez vu tout à l'heure, la théorie du tout. C'est extraordinaire, c'est la tour de Babel, ce truc-là. C'est-à-dire que les scientifiques s'imaginent qu'un jour, ils vont réussir à conceptualiser les choses dans un espace magnifique à 10 dimensions, avec des supercorps, et tout va s'assembler, et à ce moment-là, on aura peut-être une équation fantastique, et toutes ces solutions vont correspondre à notre passé, notre présent et notre futur. Il y a là une prétention, c'est Job, quoi. Quand Dieu, dans la Bible, lui dit « Où étais-tu quand j'ai créé le monde ?» Une espèce de vermisseau, quoi.
Et là, la prétention scientifique a toujours été repoussée, et la théorie du tout, je pense que c'est une théorie de rien, en fait. C'est merveilleux. Alors, on est obligé de revenir à des croyances, et c'est vrai que, ma foi, bien rares sont les gens qui n'ont pas connu quelques petits phénomènes paranormaux sur les bords, quoi. Je veux dire que le monde semble plus complexe qu'on imagine, quoi. Il faut être un peu honnête, quand même, il faut le reconnaître, quoi. Et dans la science, ça ne se fait pas, parce qu'en plus, c'est pas reproductible. Donc, c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Mais moi, je pense qu'il y a un monde tangible et une sorte de double, de métamonde. Trin TNT, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Trin Shan-Chuan. Oui, il dira la même chose, quoi. La première fois qu'il a sorti un bouquin, il y a très longtemps, il est venu le présenter à Aix, et il avait appelé ça la mélodie secrète. Mélodie secrète. Ouais. Et alors, il s'est mis à aller parler de la mélodie secrète, et il a dit à un moment, oui, il me semble que quand je considère le monde et que j'étudie tout ça en tant qu'astrophysicien, j'ai l'impression de percevoir une sorte de mélodie secrète. Et Suriou lui a dit, vous savez, il y a un type qui y a pensé avant, c'est un certain Pythagore. Et l'autre ne savait pas qui était Pythagore. Il a appris par la suite. Bon, alors, la métaphysique, disons qu'il y a une expérience paranormale que nous sommes amenés à vivre tous, c'est la mort. C'est intéressant parce que là vraiment, personne n'y échappe. Les gens préfèrent ne pas y penser, mais c'est marrant, quoi. C'est un truc, à un moment, vous allez cesser d'être conscient dans ce monde, quoi. Enfin, on va savoir, du coup. Je sais pas, est-ce qu'il y a... Oui. Alors, est-ce qu'il y avait un philosophe qui avait écrit que la métaphysique était comme un grand lac, et pour le traverser, nous n'avons ni barque ni voile. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut faire de la science qui ressemble un peu à de la métaphysique? Alors, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Donc, en partant un peu des idées de Sakharov, ça m'amenait à une modélisation qui ressemblait à deux univers jumeaux, qui étaient reliés par ce que Sakharov appelait une singularité. Ça évoque un peu un sablier, vous voyez. On a un univers, un autre univers, il y a une sorte de goulet, et le goulet, c'est le Big Bang, donc par lequel ces deux univers sont reliés, quoi. Alors, la question, c'est comment est la structure de cet objet? Finalement, si on prend un univers à 4 dimensions, et qu'on considère que les particules suivent des trajectoires dans cet univers à 4 dimensions, ça j'en ai parlé dans un autre DVD, on peut prendre la description de la physique mathématique, dont Suriou a été un des pionniers, c'est dis-moi comment tu te meus, je te dirai quoi tu es. Et à ce moment-là, bon, les particules ne sont que des façons de se déplacer dans cette espèce de 4 dimensions. Et s'il n'y a que 4 dimensions, alors les particules n'ont pas de charge électrique. Il faut leur rajouter une 5e, qui est la dimension de Kaluza. C'est parce que cette dimension est fermée que la charge électrique est quantifiée, etc. Mais à ce moment-là, c'est un truc intéressant, c'est que on est amené à ce moment-là à considérer que cette gémellité, c'est deux univers à 5 dimensions qui sont réunis par quelque chose. Et quand vous réunissez deux univers à une dimension, l'objet qui les joint fait n-1 dimension. Par exemple, je prends une sphère, c'est un truc à 2 dimensions. Il y a la longitude et la latitude. Maintenant, quand je prends une hémisphère, il y a aussi la longitude et la latitude. Et si je prends les deux hémisphères et que je les relie par une structure, c'est un cercle, c'est l'équateur. Et ce cercle équatorial, il n'y a plus qu'une seule dimension, c'est la longitude. La latitude a disparu. Donc il y a une dimension qui disparaît. Hein, ok. Donc dans ces univers à 5 dimensions, ils sont réunis par un univers à 4. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre DVD. Et à ce moment-là, cette structure à 4 dimensions, elle est curieuse parce que dans ces espaces, on définit une longueur qui est un concept plus mathématique qu'autre chose. Et en relativité, cette longueur, c'est le temps propre. Et dans cette dégénérescence, et quand on considère cet espace frontière entre les deux univers, le temps devient imaginaire pur. Et on peut se demander si c'est pas l'axe où se situe la métaphysique, quoi. Là, il y a une espèce de jeu
comme un toy modèle, quoi. Les scientifiques appellent ça un toy modèle, où on a des lignes d'univers et à la fois tout est écrit, à la fois on a le choix, quoi. On se trompe avec des... Bon, il y a peut-être là une petite approche curieuse sur le monde métaphysique. Moi, je pense justement qu'il y a vraiment deux structures qui cohabitent. Et après, on est obligé d'aller dans le monde de la croyance. Oui, justement. Oui, ou du rêve. Mais aussi, on peut aller aussi dans la tradition. Hein, parce que je dirais qu'il y a des cultures religieuses qui sont assez simplistes. Hein, les croyances judéo-chrétiennes, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Il y a l'homme, et puis il y a Yahvé, Dieu. On a un Dieu anthropomorphe, très paternel. Mais si on se tourne vers les pensées hindouistes, alors là, on a des choses beaucoup plus sophistiquées, qui ont d'ailleurs donné lieu à toutes les pensées ésotériques qui ont été ramenées au début du siècle sur justement cette structure du réel qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe que celle que les physiciens imaginent. Mais en d'autres termes, vous ne pensez pas que le hasard peut tout expliquer? Le hasard, chez un scientifique, c'est un dieu avec un grand H, quoi. Le hasard, il explique plein de choses. Par exemple, l'expérience du sac avec les trucs qui restent accrochés, ça montre que le hasard est morphogénétique. C'est-à-dire qu'en fait, le hasard est créateur d'ordre, hein, de structures très compliquées. Mais là où la pensée scientifique, comment dirais-je, standard, elle explique tout avec le hasard, y compris la vie, y compris la conscience, y compris l'évolution. Ça leur pose aucun problème, ces gens-là. Moi, je les envie beaucoup parce que c'est tellement réducteur. Reposant. C'est reposant. Bon, je crois qu'on va aller se reposer. On va se reposer.